Je sais pas. Et puis sinon, Non, je dois partir aussi en cours de route, donc je voulais juste voir à quoi ça ressemblait. d'accord, ok, pas de problème. Dorine, Dorine Lutov, ça me dit quelque chose, ce nom? Est-ce que tu peux jouer, Dorine? Oui, bonjour. Salut. Je peux participer, mais ma connexion est pas folle. Ah, Ça sautera peut-être. c'est dommage, il vaut mieux avoir une connexion qui tient. Alors, on va voir, mais je crois qu'on a demandé encore 74. C'est vrai qu'après, ça pose. Bah, je crois que là, on peut essayer. Bah, Dorine, tu as une caméra ou pas? Attends, avant. Ouais. FMS, je sais pas si elle, ouais. Si on va voir si ta connexion n'est pas folle. Et je vais demander qui est FMS, elle, Mondar, et j'arrive pas à lire la suite. Hop. Bonjour, c'est moi, c'est Fondation Montagne Sûre. Et pardon, j'ai pas de caméra dans cet ordinateur, mais ouais. D'accord. Bon, alors, bon, du coup, on va jouer avec toi, Dorine. Ok, ça marche. Ok, allez, on a tout le monde. Les autres observateurs, je vous laisse couper caméra et micro. Et puis, on peut se retrouver derrière pour un échange autour de ce jeu. Voilà. Hop, je partage l'écran et j'arrive. Le temps de faire ça. De toute façon, on va gagner un petit peu de temps parce que j'ai déjà expliqué les règles du jeu. Donc, il n'y a pas tellement besoin de redire. Et hop. Et voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Super. Bon, on va essayer de faire une version un petit peu allégée. Excusez-moi, je suis dans des problèmes encore un petit peu techniques avec, je me bats un peu avec ma souris là, mais ça va le faire. Voilà. Peut-être. Ouais. Voilà, ça y est. Je ne voyais plus vos bobines. Et c'est dommage. Bien, allez, on commence par, vous avez compris, un petit quiz comme ça, juste pour se mettre d'accord. Alors, j'ai sélectionné les questions, on les fait pas toutes, c'est histoire de gagner un petit peu de temps et tout le monde est bien déjà. Ah, pardon, si, on peut essayer quelque chose avant de démarrer. J'aurais peut-être dû le faire. Pour les personnes qui ont des. Est-ce que vous avez les joueurs des smartphones? D'ailleurs, les autres, vous pouvez le faire aussi. Des smartphones avec des lecteurs de QR code. Oui. Ouais. Dans ce cas, vous flashez le QR code. Alors moi, non. Ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. C'est pas. C'est pas bien embêtant. Attendez, je le remets comme il faut. Vous flashez le QR code. Voilà. Et vous allez arriver ça. Découvrez les personnages. On va attendre. Voilà, comme ça fait gagner un petit peu de temps. Est-ce que c'est bon pour Sarah? Tu as un flasheur de QR code, toi, ou pas? Je pense pas. Enfin, d'accord, alors on j'avoue que j'ai jamais utilisé ça sur mon téléphone pro. Attendez, Perso. moi non plus. Hein. Là, je fais bien. Voilà. Juliette, est-ce que vous avez un machin qui flash? Non, parce que pour ça, il faut un appareil photo et le mien est cassé. Ça. Pauline? Oui, c'est tout bon, j'ai réussi. Ok, vous êtes sur la page avec le truc découvrir les personnages. Oui, découvrez les personnages. Super. Pauline, c'est bon. Sébastien? Bon pour moi, oui. Ok, super. Et Sabine? Je vois tout. Ouais, et sur le téléphone?
Ah bah non, parce que j'ai pas de QR code. Ah, je me suis trompé. D'accord, ok. Alors, on y va. Allez. Ça, on s'en sert tout à l'heure. On est parti. On démarre avec une première question. Oh, voilà, je trouve la réponse. Je vous la pose. Question qui est en chiffres. C'est un chiffre, la réponse. Au XXIe siècle, quelle part de précipitation neigeuse peut-on prévoir en moins? Regardez sur la roue, il y a un chiffre en pourcentage. On a mal entendu la question. Oui. Je la redis. Oui, on n'entend pas bien, oui. Ah, pardon. Au cours du XXIe siècle, quelle part de précipitation neigeuse peut-on prévoir en moins? Et c'est un pourcentage qu'on cherche. 36? Ouais, 36. Oui, 36. ouais, c'est ça. Et qui a dit le premier 36? C'est moi. C'est Juliette? Sarah. Ah, c'est Sarah. C'est Sarah. Ok. Sarah, oui, bien sûr, on peut prévoir au cours du XXIe siècle qu'il va y avoir 36% de précipitations neigeuses en moins. Ce qui a des conséquences, notamment que la neige en dessous de 500 mètres aura bientôt disparu et que ça va rendre le tourisme hivernal de plus en plus difficile et incertain. Voilà. On prévoit également que pour des altitudes supérieures à 1500 mètres, on prévoit aussi une réduction de 20% de neige en moins. Voilà. Attention, je pose une deuxième question. Voici, vous allez comprendre. Parce que les hivers sont de plus en plus doux, la mortalité de ces nuisibles est réduite. Qui sont-ils? Les insectes ravageurs. Ouais, c'est qui là qui a répondu? Sabine. Sabine. Sabine, c'est normal qu'on ne voit pas la caméra? Ah, je l'ai coupée pour pas trop prendre de bande passante, mais je peux la remettre. Essaye de la mettre. Oui, ce sont les insectes ravageurs. Ben voilà, et qui ravagent plein de trucs, y compris les récoltes, etc. Et une des conséquences, eh bien, c'est que les agriculteurs luttent contre ces insectes ravageurs et parfois contribuent à la pollution des sols et à la pollution des eaux. Allez, une question que j'aime bien. Juste pour Juliette, parce que les réponses, elles sont sur Elles sont sur la roue. Sur la roue. Elles sont sur la roue. Ah oui, c'est vrai que pour les scolites, ouais, j'étais dans mon truc. Mais par contre, Voilà, pour la ta première réponse question, était intéressante, Ouais. mais c'était pas le pourcentage, du coup, ça, on l'a pas. On a juste 36, mais du coup, c'est à l'échelle des Alpes. Il y a plus unité. Ok. Voilà. Attention, là, c'est une question. Voilà. Quel animal est une proie de plus en plus facile à cause du changement climatique et de l'arrivée tardive de la neige? Le lagopède. Lagopède. Ouais, c'est Sébastien qui marque un point. C'est le lagopède. Et vous savez pourquoi? Parce que le lagopède, donc, est un oiseau. C'est, pour le dire très simplement, l'oiseau le plus con des Alpes. Il n'a pas remarqué, et tous les ans, il change de plumage, de couleur, il devient blanc et du coup se camoufle sur la neige au moment où il y a de la neige. Mais en réalité, il est calé sur la photopériode, donc ça n'a rien à voir avec la couleur du manteau neigeux, mais ça a à voir avec la longueur du jour. Et comme la neige est plus tardive, lui, il se promène en plume blanche sur un fond marron ou vert. Résultat, ce qui devait le camoufler le rend plus visible et hop, il se fait croquer. C'est malin. Allez, une dernière question. Qu'est-ce qui est à la fois une opportunité et une menace? Le tourisme caniculaire. Le tourisme caniculaire, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Opportunité économique, puisqu'on sait que les villes étant en surchauffe, on va avoir de plus en plus de gens qui vont monter pour aller se rafraîchir. Et puis une menace, tout simplement parce que ça va faire une pression sur la biodiversité. Il y a ces deux choses. Bon, on est d'accord, je ne vous ai pas fait toutes les questions, mais voilà. On en est là. Maintenant, on va passer à la page défi. Et toutes les solutions, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont bonnes, farfelues. Elles peuvent être poétiques. Il n'y a pas de mauvaise solution. C'est l'enfant qui décidera. Et avant de commencer, peut-être vous raconter l'histoire d'Antanas Moccus, que tu connais, Sarah.
parce qu'on en a déjà parlé ensemble, qui est, pour vous donner un exemple de solution poétique volontairement en dehors du changement climatique. Antanas Mokus était le maire de Bogota, en Colombie, et il a un problème, c'est que quand il arrive au pouvoir, c'est les accidents de la route dans la ville de Bogota ont conduit n'importe comment, et ça ne va pas du tout. Donc, il va trouver une solution poétique. Alors, je ne sais pas vous, comme ça, mettez-vous tout de suite à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution poétique aux accidents de la route, sachant qu'on a une police corrompue, donc c'est n'importe quoi. Eh bien, lui, le maire de Bogota, va, pour régler ça, engager des mimes, des clowns, si vous préférez. Il va en engager exactement 420 mimes. Et il va les mettre au milieu de la rue, dans les rues de Bogota, pour faire la circulation, sans un mot, juste avec des signes, etc. Et donc avec humour. Suite à quoi, eh ben, ça fait rire tout le monde, mais ça commence à avoir des résultats. Il va virer toute la police, tous les policiers, il les met dehors, avec une promesse, je vous engage si vous faites un stage de mime. C'est quand même pas mal. Il a quand même réussi à baisser le taux d'accident dans la ville de Bogota de 50%. Vous voyez, on peut imaginer des tas de choses. Bien. Eh ben, ce qu'on va faire, Sébastien, comme tu es le seul homme, ben, tu vas faire ce que savent bien faire les hommes. Tu vas faire l'enfant, pour commencer, si tu es d'accord. Sinon, j'en ai 2-3 en stock. Là, éventuellement, je peux les ramener si ça peut vous aider. Non, mais c'est une bonne source d'inspiration. Mais, mais si tu as des enfants petits et qui veulent voir, il n'y a aucun problème. Hein. Pas trop petits non plus. Voilà. Donc, tu fais l'enfant. Donc, toi et moi, nous allons former un duo, puisque moi, je ferai la voix du problème. Et toi, tu réagis avec émotion. Et il va y avoir un défi. Et ce défi, tu voudrais vraiment que les gens qui sont autour de la table, c'est-à-dire Sarah, Juliette, Pauline, etc., eh bien, Dorine, te trouvent une solution. Voilà. Et votre but à vous, c'est de l'aider, de lui faire plaisir. C'est donc Sébastien, le petit Sébastien, qui va trouver ça. Alors, on commence par Sarah. Sarah, toi, tu seras là-dedans, et je vais te laisser te présenter. Tu seras la guide conférencière. Je t'affiche la carte et je te laisse te présenter en fonction de ça. Donc, on oublie les prénoms hein, ici. Tu es Sarah. Voilà. Il faut que je mette des lunettes, c'est un peu petit. Donc, bonjour à tous. Je suis Sarah, guide conférencière. J'ai 45 ans. J'adore le plein air et surtout la vie des hommes, que ce soit leur vie passée ou présente, dans les vallées. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est de pouvoir concilier tourisme et préservation de la vie locale. Là où je suis vraiment passionnée, c'est l'architecture de montagne. Et il faut que je dise mon pouvoir. Si tu veux, ouais. Alors, j'ai un pouvoir extraordinaire, c'est que je suis une véritable encyclopédie de la montagne. Donc, merci Sarah, tu sais tout de tout, ça c'est vraiment super. Je vais noter parce que je ne vais pas m'en souvenir que je suis une encyclopédie de la montagne. Ouais. Guide conférencière, hein, voilà, tout simplement. Juliette, est-ce que tu es là, Juliette? Allô, Juliette? Ouais, c'est bon, j'avais réactivé mon micro. Ouais, Juliette, tu as un smartphone, toi? Ouais, mais je peux pas scanner, j'ai un appareil photo cassé. Ah bon, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Juliette, toi, tu seras la bergère. Alors, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à toutes. Donc, je suis bergère, j'ai 35 ans. En fait, mais à la base, j'ai grandi en ville, en région parisienne, et je ne veux plus du tout y retourner. Une fois que j'ai trouvé le grand air, ça me convient très bien. Sauf que depuis quelques temps, je suis obligée de monter de l'eau pour mes animaux. Ils n'arrivent plus à se désaltérer suffisamment avec la rosée du matin. Et donc, pour passer un peu mon inquiétude le soir, parce que oui, j'ai la fibre jusque dans ma petite cabane de bergère, je joue aux jeux vidéo en réseau avec mes copains bergers et j'ai une très bonne compréhension du comportement animal. Voilà, mon jeu préféré, c'est Zoo Tycoon, pour ceux qui connaissent. C'est mon jeu, on fait un jeu avec des zoos. Donc, on a une guide conférencière, une bergère.
On a pour Pauline, on a. Eh ben, toi, tu es une femme de loi. Je t'affiche la carte, la voilà. Allô, Pauline? Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Pauline. Bon, quand elle reviendra, Alors, je voilà. m'appelle Pauline Nordique, mais thématique et surtout sur ma qualité de vie. Je suis vraiment passionnée par le cinéma américain mais par contre, j'ai des grandes facilités. Je sais comment changer les lois. On a une bergère, on a. Tu es quoi alors? On n'a pas entendu le début. Tu es avocat ou juge ou Avocate, juriste. Allez, juriste. Allez, juriste, c'est plus large, encore plus. Ok. Donc on a une juriste, une bergère, un guide conférencière. On continue avec Sébastien, c'est l'enfant. Sabine. Sabine, bah toi, tu es un pêcheur, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Voilà, Sabine. Oh ben, bonjour, je m'appelle Sabine, je suis pêcheuse, j'ai 25 ans. J'adore la montagne, c'est un super terrain de jeu pour avoir des sensations fortes. Et ce qui compte avant tout, c'est de s'éclater avec des amis et de finir la journée bien fatiguée. Par contre, je m'aperçois qu'il y a de moins en moins d'eau et que la saison se réduit. Ouais. Pourtant, En fait, tu n'es pas pêcheur, tu es pratiquante de sport en eau vive. Il y a une petite erreur là qui nous a échappé. Donc, j'adore les sports extrêmes. Et ce dans quoi je suis particulièrement forte, c'est que je suis capable d'entraîner mes amis dans des aventures complètement improbables. Ok, donc il y a une petite erreur dans la fiche, mais ce n'est pas très important. Et on n'a pas eu le temps de tout vérifier. Et enfin, il nous reste Dorine. À toi de jouer, Dorine, puisque toi, tu seras la monitrice de ski. Alors, monitrice de ski, donc je m'appelle Dorine, j'ai 50 ans. Je suis vraiment une fille de la montagne, je fais toujours du ski, j'ai jamais quitté ma montagne. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a moins de neige, donc il y a moins de travail. Ma passion, ce serait de pouvoir voyager en Asie et j'adore accueillir les vacanciers, leur faire découvrir la glisse et la montagne. Ok. Eh bien, nous voilà tous réunis ici. Le guide conférencier, la bergère, la juriste, on a Sébastien qui est l'enfant. Et voilà le défi qui est posé. On y va. Ah ben voilà, les migrations estivales. Conséquences des canicules dans les villes. Hein. On a déjà vu ça tout à l'heure. Les urbains montent de plus en plus. Donc, prendre le frais, faire des pique-niques, se promener sur les bords des lacs très proches, c'est cool parce que c'est une belle opportunité économique. C'est pas cool parce que ça fait une pression sur la biodiversité. Moi, maintenant, à partir de maintenant, moi, Pascal, je deviens la voix du problème. Et je suis la montagne. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien, mon petit. Moi, je suis bien contente de voir tout ce monde-là. Parce que c'est bon pour l'économie. Mais alors, toutes ces voitures, pour la nature, franchement, ça va pas du tout, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien, toi? Quelle émotion ça te fait de voir toutes ces voitures comme ça tout le temps? Bah, je trouve que ça sent mauvais, les voitures. Et puis, je trouve que les vacanciers qui vont partout, ça dérange aussi les animaux. Et puis, après, on retrouve des papiers roses partout sur le bord du chemin. Moi, j'aime pas voir ça. Ouais, c'est pourri, hein. Je suis d'accord avec toi. Moi ça me va pas du tout. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que notre guide conférencière en pense et peut-être qu'elle aurait déjà une idée. Sarah. Allô, Sarah? On l'a peut-être perdu. On va voir. Non, j'ai désactivé mon son. Ah. Donc, sur le fait que ça sente mauvais, moi, je me dis peut-être qu'on peut réfléchir à développer des voitures, des systèmes qui sentent meilleur. Est-ce que ça répondrait au fait que le petit enfant, il en a marre que ça sente mauvais? Qu'est-ce que tu en penses, l'enfant?
Moi, je trouve ça bien. Effectivement, des voitures qui sentent bon, ça pourrait être sympa. Ouais, Après, sympa. ce que je vois aussi, c'est qu'il n'y a pas que les voitures. En fait, il y a tous les hommes et les femmes qui vont dans la nature faire leurs besoins. Il y a les animaux qui sont dérangés. Moi, j'aime bien les animaux et j'aime pas voir de la pollution partout quand je me promène. Bah ouais, je suis bien d'accord avec toi. Bah peut-être que tiens, on pourrait demander à notre bergère, Juliette. Qu'est-ce que je peux répondre à l'émotion Ouais, ou de Sébastien? réagir sur la proposition de Sarah aussi. Voilà. Bah, en fait, je me suis dit en écoutant Sarah qu'effectivement, si les voitures elles faisaient un bruit de cloche, genre cloche de vache, ce serait quand même vachement mieux. Au moins, ça serait un peu raccord quoi, dans la vallée. J'aime pas trop la pollution sonore, j'entends plus mon troupeau. Alors moi, je leur mets des petites clochettes parce que je vois pas pourquoi les vaches, elles auraient des cloches et pas les moutons. Et après, je rejoins tout à fait sur la question de la pollution. Nous, quand on fait transhumer, enfin, qu'on se déplace d'un alpage à un autre, c'est vachement catastrophique, les toilettes sauvages, quoi. Ah ouais. Donc, puis bon, après, donc ouais, ça m'inquiète parce que je me dis, les moutons, ils vont là, ils mangent des trucs, enfin. Et Et, ouais. pff, et j'ai aussi beaucoup de gens qui s'arrêtent dans ma cabane d'alpage pour me demander si j'ai des toilettes. Vous trouvez, enfin voilà, donc moi je peux pas accueillir toutes les fesses du monde. J'aimerais bien que la communauté de communes mette sur le parking à disposition des toilettes sèches, par exemple, ou moi je veux bien partager quelque chose au bout de l'alpage, mais enfin bon, chacun chez soi, quoi. Ouais. Moi non plus, quoi. Ouais. Et est-ce que du côté de la loi, on a quelque chose, Pauline, là? Du côté de la loi, c'est vrai que avoir de plus en plus de personnes qui se promènent comme ça dans les alpages et dans les montagnes, ça peut engendrer des problèmes. Après, les solutions peuvent être collectives. C'est aussi partager l'espace qu'on aime tous. Tout le monde a le droit d'aimer la montagne et trouver des solutions comment amener tout le monde là-haut et comment tout le monde là-haut doit respecter la montagne. J'imagine à travers de l'éducation, à travers des choses comme ça. Ah ouais. Et l'éducation, alors, parce que là, on a déjà des pistes, hein. On a les voitures avec des petits bruits de cloche. L'éducation, ça serait Début. quoi par exemple? L'éducation, par exemple, installer sur les parkings où les personnes vont se garer ou vont être amenées, parce on peut éviter les transports individuels. Sur ces lieux de rassemblement, expliquer comment respecter les lieux de montagne et les lieux d'extérieur. Ouais, ouais, c'est pas mal. Et qu'est-ce que. Alors là, moi, je pense que sur l'affluence, le mieux, c'est encore de demander à une monitrice de ski. Dorine. Et ouais, la montagne, c'est génial en hiver quand on peut skier, mais l'été, c'est top aussi de se balader. Et pour éviter de polluer, pour faire plaisir à l'enfant, ce qui serait bien, c'est que les moniteurs de ski servent de guides, qu'il y ait plus de guides de montagne pour amener les gens depuis les villes, marcher en montagne à pied. Ah ouais, les faire partir à pied depuis la ville. Et pourquoi pas? Ouais. Qu'est-ce qu'il en pense, l'enfant? Après, on demandera à Sabine. Alors, sur partir à pied depuis la ville, moi j'avoue que j'aime pas trop marcher. Mes parents, ils me gonflent tous les week-ends à aller me promener. Par contre, moi ça me plaît bien l'idée d'avoir des cloches sur les voitures. Je trouve ça rigolo de pouvoir entendre des mélodies quand les voitures passent devant chez moi. Ça me plaît, ça me plaît bien. Et puis après, sur la question de l'éducation, moi je trouve que ça pourrait être sympa effectivement d'avoir des petits panneaux à l'entrée sur les parkings au départ des randonnées. Mais malgré tout, cet été avec mes parents, on allait se promener et on a trouvé un endroit, un lac qui est autour de chez nous, là, où on n'avait même pas pu se poser pour pique-niquer tellement il y avait du monde autour, quoi. Et je suis pas sûr que les panneaux, ça réponde à ce problème-là. C'est ouais. Sabine, pratiquante de sport d'eau vive. Ouais. On a parlé tout à l'heure de déchets un petit peu partout parce qu'il y avait une augmentation de l'affluence, je crois bien. Moi, je proposais qu'on invente des petites poubelles portatives et qu'on puisse aller se promener avec et que ce soit finalement l'outil un petit peu à la mode du moment. Et puis en général, les jeunes, ils arrivent bien à porter les derniers trucs à la mode. Et en général, quand ils se l'approprient, tout le monde adhère. Et voilà. Et puis on pourrait en mettre un petit peu partout sur les parkings où arrivent justement
les voitures et le proposer à tous les automobilistes. Et puis on les vendrait, comme ça on pourrait le réinvestir sur les espaces naturels. Ah ouais, carrément la vision super économique. Est-ce qu'on a, qu'est-ce que tu en penses, Sébastien, de toutes ces idées-là? Est-ce que tu crois qu'entre les voitures qui ont des cloches, un système d'information un petit peu travaillé, des petites poubelles amenées à tout le monde, est-ce que toi, ça te rassure tout ça? Je dirais pas que ça me rassure, je dis que je trouve qu'il y a des choses que je trouve rigolotes. Les voitures qui sentent bon, les voitures qui ont des cloches, les poubelles portatives, ça, je trouve ça sympa. Après, ça me rassure pas complètement en fait. Je pense qu'on peut faire bouger un peu les esprits avec ça, mais je suis pas sûr que ça résoudra tous les problèmes. En fait, moi, je crois que tu as raison et qu'on n'a pas trouvé encore la solution. Moi, je suis la voix du problème. C'est-à-dire que là, on trouve des solutions, mais comment faire pour que tout ça, ça soit bon pour la nature, finalement? On trouve le moyen pour que ce ne soit pas mauvais. Qu'est-ce qu'elle en pense, notre guide conférencière, Sarah? Elle en pense qu'elle a besoin de réfléchir. Ouais, mais on invente. Pour que ce soit bon pour, on a du monde qui arrive et il faut que la ça soit bon nature. pour la nature. Ben, moi, c'est ce qu'a dit l'enfant. Là, je me suis projetée au bord du lac avec tous ces gens qui étaient là. Et je me suis dit, mais moi, guide conférencière, qu'est-ce que je pourrais faire à mon niveau pour que tous ces gens, finalement, ils ne viennent pas tous au même endroit au bord du lac. Et donc, ce que je me dis, c'est peut-être de valoriser d'autres endroits qui sont super, mais en fait moins connus. Déjà, Ouais. pour qu'on éparpille les gens et qu'ils ne se retrouvent pas tous autour du lac avec Sébastien qui a envie de se baigner ou juste d'observer la roselière. Autre chose, c'est peut-être que, parce que je trouve ça génial et très enfant, les petits trains qu'on voit au bord de mer sur lesquels on peut monter et qui aujourd'hui fonctionnent au fioul. Peut-être qu'on pourrait inventer des petits trains qui roulent sur les routes et qui soient soit à l'énergie solaire, parce qu'on peut utiliser l'énergie solaire pour remplir ces petits trains. Et puis on monterait au fur et à mesure dans le petit train avec moi en conférencière. Ou la prof de ski, ou je ne sais pas, qui veut, pour faire découvrir le patrimoine alpin, la montagne. Ça serait bon pour l'économie et la nature, il n'y aurait plus ces voitures qui monteraient puisqu'on sauterait dans le petit train quand on en a envie et puis on serait sensibilisé à la montagne. Moi, je trouve que… Éventuellement, moi, je peux vendre des fromages à l'arrivée. Génial. Ou dans le petit train. Hein. Peut-être à l'arrivée comme ça, Ouais. c'est plus simple. Voilà, faut que je sois avec mes moutons et tout ça, mais ça me semblerait bien parce qu'il y aurait peut-être aussi moins de pollution sonore et seraient moins stressés les animaux. Ah ouais, hein. Mais alors, par contre, il faut des toilettes. Hein. On en revient toujours à la même chose. Mais il faut, voilà. Moi, encore une fois, je viens de région parisienne et un RER sans toilette, c'est catastrophique. Donc, le petit train, il faut qu'il y ait des toilettes. Des toilettes sèches. Des toilettes sèches. Tu crois qu'on pourrait faire une loi toilettes sèches? Instaurer dans les sites sensibles des toilettes sèches? Ouais. Ça peut être une idée. Allez, qu'est-ce qu'il en pense, notre enfant? Est-ce qu'on peut passer à un autre problème? Oui, il y a des choses qui me plaisent bien, le petit train solaire pour aller de site en site et faire en sorte que j'ai un peu plus de place pour aller au lac parce qu'il y a d'autres personnes qui sont allées à d'autres lacs ailleurs. Je trouve ça, moi, ça me plaît bien aussi, quoi. Donc, je crois qu'au travers de tout ce qui s'est dit, il y a des choses qui me font plaisir. Bon, dans ce cas, moi, je trouve qu'on a commencé à trouver des solutions qui sont sympas. Et du coup, on change de problème, si vous voulez bien. D'accord? On va refaire un petit tour de jeu. Ça sera l'avant-dernier pour vous donner une petite idée de la phase, de façon à pouvoir passer sur le super défi. Normalement, on en fait 3 ou 4. Hein. Et du coup, on va changer. Est-ce que
Parmi vous, il y a quelqu'un qui voudrait essayer d'être l'enfant. Ou je prends au hasard. Bah, allez, on va dire Juliette, tu fais l'enfant. Ça marche. Ouais, je trouve que ça te va bien. Donc Juliette, c'est l'enfant. Sarah sera ce personnage-là. Est-ce que c'est le vrai pêcheur, là? Non, Toujours pas. toujours pas. On retire au sort. Tu seras scientifique, Sarah. Qu'est-ce que tu peux présenter? Ah, j'ai donc gagné 10 ans. Maintenant, Ouais. j'ai 35 ans. Donc, je suis scientifique. Et, et en plus, j'aime soulever les pierres pour découvrir la vie qui se cache dessous. Attention. Par contre, je suis très préoccupée parce que je vois que la biodiversité, ça se réduit peu à peu. Je suis passionnée, j'ai plein de ruches dans mon jardin. Je suis passionnée par l'apiculture. Et mon pouvoir, c'est que je connais des scientifiques de toutes les disciplines. Ok, merci Sarah, scientifique. On continue avec Juliette. Hop. Ah, mais moi, je suis l'enfant. Non, Oui, c'est pas ça? Juliette, c'est l'enfant, pardon. Et merci. Hop. On continue avec Pauline, ici. Hop. Alors, je suis. Non, attends. Je vais me Ah chercher. oui, ça n'a pas bougé. Attends, je ne l'ai pas tourné encore. Pauline, on a fait déjà le moniteur de ski, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Ah bah, guide accompagnateur en montagne. D'accord. Eh ben, alors, je suis. Alors, j'ai 39 ans, je suis accompagnatrice en moyenne montagne. Alors, j'adore être à la découverte de la montagne depuis mon adolescence, depuis toujours. Je peux plus m'en passer. Mais je m'inquiète de savoir si tous ces espaces que j'aime parcourir, ils vont être accessibles tout le temps et en toute liberté. Mais j'ai une passion qui est un peu bizarre, c'est les belles voitures. Mais pour autant, j'aime quand même bien partager ma passion pour la montagne, qui est ma principale passion. Cette passion pour la voiture dans la carte du guide, elle interroge toujours. Mais en vrai, j'ai un ami qui est guide accompagnateur et qui est passionné de vieilles voitures. Ah oui, C'est pas exclusif. j'aime les gros 4x4, mais alors je comprends pas pourquoi il y a de la pollution. Ouais, non, mais voilà, mais il n'aime pas la pollution ni les 4x4. Hein. Allez, on continue avec Sébastien, qui n'est plus d'enfant. Et maintenant, Sébastien, tu vas être. Ah bah tu vas, tiens, non, c'est trop facile, tu es le randonneur ado. On te met autre chose. On va quand même pas toujours laisser dans un rôle enfantin. Désolé, on fait autre chose, on triche un peu. Tu vas être hébergeur, hôtelier. Ça marche. Vas-y. Oula, ben moi j'ai carrément 55 ans, du coup, j'aime conduire ma voiture sur les routes de montagne et découvrir des paysages derrière chaque virage. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est de continuer à remplir mes hôtels parce que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de monde depuis qu'il y a la baisse d'enneigement. J'adore l'histoire, mais et j'ai pas peur d'investir dans des projets qui sont un peu fous. Ouais, tu peux y aller. On continue avec Sabine. Sabine, toi, tu seras. On a déjà eu le berger. C'est le hasard. Et on n'a pas trouvé le moyen de les enlever. Agriculteur, on l'a eu? Non, hein? Non. Agricultrice, Sabine. Alors moi j'ai 25 ans, j'aime vraiment les beaux paysages. Ce qui m'inquiète parfois, c'est c'est de produire avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Et j'adore connaître par contre toutes les techniques d'agriculture, même celles qui sont à l'autre bout du monde. Et par contre, j'ai beaucoup d'énergie et j'aime bien essayer des nouvelles choses. D'accord. Au taquet, quoi. Hein. L'agricultrice au taquet, la jeune agricultrice. Et enfin, Dorine, toi, tu seras. Eh ben, tu seras la directrice de la station. De l'Office du tourisme. Pas des remontées mécaniques. Donc moi, je suis directrice de station, j'ai 35 ans.
Je pratique le ski alpin depuis un moment. Mon but, c'est d'avoir le plus de touristes possible, été comme hiver. J'adore le yoga aussi et je connais tous les directeurs et directrices des stations des Alpes. Ah ben, on a un groupe qui a du réseau, hein, parce qu'on a un groupe qui connaît tous les scientifiques, un autre groupe qui connaît tous les directeurs. Voilà. Hein. Et puis on a un groupe qui veut du monde, hein, globalement, hein, entre l'hébergeur, directeur de station. Bon, on va voir le défi. Donc, Juliette, tu es l'enfant. On va faire un duo ensemble. Alors, il y a des cartes rouges. Voilà, c'est une carte verte. Ah bah tiens, c'est pas mal ça. Vert, ça veut. Je vous expliquerai le code après. Le chamois et la photopériode, c'est la longueur du jour qui indique au chamois le début de la saison des amours. C'est ça la photopériode. Ainsi, des cabris naissent avec le pic de végétation et trouvent une nourriture riche et abondante. Hélas, en raison du changement climatique, ce pic de végétation s'est avancé dans l'année et les cabris arrivent, naissent juste après le pic de végétation. L'herbe est de moins bonne qualité, les cabris sont moins bien nourris et cela va donner des adultes un petit peu plus faibles. Voilà, ils sont un petit peu comme le lagopède. Moi, je suis le chamois. Je suis même la maman chamois. Hein, et ça m'inquiète, les amis, là. Parce que mes petits, j'arrive plus à les nourrir correctement. Il faudrait un petit peu me trouver des solutions. Qu'est-ce qu'en pense Juliette l'enfant? Ces petits chamois, là. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu Bambi 2, mais en montagne. Et j'ai toujours trouvé Bambi horriblement triste. Moi, j'aime pas du tout la fin du film. J'aimerais bien qu'on la modifie, quoi, pour que ce soit un peu plus joyeux. Bah ouais, c'est super triste. Comment on va faire, là? Alors, peut-être que Sarah, scientifique. Alors là, Juliette, waouh! En tant que scientifique, je peux aider à comprendre ce qui se passe un peu plus pour ces pauvres cabris et cette question de l'herbe. Par contre, là, comme ça, trouver une solution pour la santé des petits sans être interventionniste, parce que ce qui est important quand même, c'est de préserver la biodiversité. Et dans mes amis collègues scientifiques, on a quand même des débats de se dire est-ce qu'il faut intervenir par rapport à ces milieux naturels et donc à ces espèces, ou est-ce qu'on laisse la nature faire et elle va s'adapter? Et là, moi, j'ai pas la solution. Je ne sais pas ce que tu en penses, Juliette, mais moi, en attendant, mes petits ne mangent pas. Hein. Juliette. Bah, je sais pas, est-ce qu'on pourrait pas imaginer de mettre du foin dans ce cas-là, les nourrir, rapporter la soupe, quoi. Un McDrive à chamois. On va peut-être pas embêter trop notre scientifique. Peut-être que Pauline, guide de montagne, accompagnatrice, pardon, peut-être que tu le vois, ça, les chamois qui sont un peu plus faibles quand même. Bah oui, ils ont les jambes, ils ont les pattes toutes maigres. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Déjà, on en voit de moins en moins des chamois, alors c'est compliqué, on peut pas les montrer aux touristes. C'est triste. Surtout qu'ils les comparent à des chèvres quand ils les voient. Mais c'est vrai que nous, en tant que guide et accompagnateur, on pourrait, par exemple, aider la communauté de scientifiques pour les aider à faire du repérage, à suivre les populations, à, je sais pas, les guider sur le terrain. Ah ouais. On va continuer avec les gens qui sont un peu plus proches de la nature, les agriculteurs. Il y a peut-être des choses, Sabine, agricultrice. En fait, moi, je me disais que des fois, je vais pas dire quel était mon domaine de prédilection. En fait, j'aime bien travailler aussi avec les animaux. Ouais. Et je me disais que des fois, j'avais du lait et je ne savais pas trop comment faire. Et peut-être qu'on pourrait nourrir avec le lait de mes chèvres les petits chamois qui n'ont pas assez à manger. Comme c'est un petit peu dans la même famille, peut-être que ça leur plairait. Et puis, pourquoi pas essayer de diversifier leur alimentation. C'est un peu comme les bébés, en fait, progressivement diversifier leur alimentation. Donc, ou essayer d'autres trucs, hein, je sais pas.
Enfin, moi, en tout cas, en tant que voix du problème, je ne sais pas ce qu'en pense l'enfant, mais on commence à. Moi, ce qui m'importe, c'est que mes petits soient nourris. Hein, donc, voilà. Qu'est-ce qu'elle en pense, Juliette, l'enfant? Bah, à la maison, on dit toujours que le calcium, c'est bon et que ça donne des os solides. Alors, je suis plutôt d'accord avec la solution de l'agricultrice. Bon, moi, je me dis que du côté de l'Office du tourisme, il y a certainement une opportunité là. Dans les Il y a pas- directions. Ou pas. Ouais. Ouais, dans les stations de ski, c'est un argument massif pour les touristes qui puissent voir des chamois. Si on décide d'intervenir et de laisser de la nourriture pour les petits chamois qui n'ont pas assez à manger, on pourrait le placer dans des endroits stratégiques où les touristes pourraient voir depuis la station les bébés venir manger, en expliquant en même temps que c'est des endroits où il ne faut pas aller parce que c'est les territoires des chamois et qu'il ne faut pas aller marcher sur l'herbe qui est là-bas. Donc, ça pourrait être une solution. Ouais, c'est pas mal. Hein. Il y a un côté. Et alors, notre hébergeur, il en dit quoi, lui, l'hôtelier? Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas déjà dire à la maman chamois que les cabris, c'est fini. Hein. C'est trop dur. Donc, plutôt que de jouer sur la nourriture, moi, j'ai pensé comme le problème, il est plutôt. Moi, j'avoue que j'aime les solutions un peu farfelues. J'ai pensé que le problème, il venait de la saison des amours. Et c'est vrai que moi, en tant qu'hébergeur hôtelier, je m'y connais quand même pas mal en saison des amours. Et du coup, moi, j'aurais bien proposé, puisque c'est lié à l'absence de lumière pendant la saison des amours, j'aurais bien proposé de mettre en place des projecteurs sur le toit de mon hôtel pour pouvoir éclairer l'endroit où les chamois ont besoin de voilà, faire leur période de reproduction. Et ça permettrait, moi, à mes touristes de pouvoir voir les endroits et puis ça permettrait d'avancer à la période de création de ces petits bébés qui naîtraient donc au bon moment pour pouvoir être alimentés par la nourriture riche et abondante de la végétation. Ça, je suis sûr que c'est un truc qui fait triper l'Office du tourisme. Ouais. Hein? Ah bah oui, ça pourrait marcher. Je suis pas sûre que la scientifique soit trop d'accord, mais pour nous, ce serait pas mal. Ouais, ça crée. Tu fais des éclairages jolis avec un artiste qui sait faire ça de façon un petit peu sobre. Bah tiens, puisque tu interroges la scientifique, Sarah. Vous voulez que je réponde par rapport à la proposition? Bon, l'impact sur la biodiversité, sur le ciel étoilé, va pas être tip-top. Après, c'est des choix politiques, hein, on l'a bien vu, c'est que les scientifiques apportent du factuel, des idées, etc. Mais après, c'est des choix politiques et de société. Après, j'ai appelé un de mes collègues qui est un peu un scientifique fou. Et il m'a dit, mais tu sais quoi, le barrage qui a été fait des Trois Gorges en Chine, il est capable d'avoir une influence sur le mouvement de la Terre. Et là, la question de la photopériode, ça vaudrait le coup d'identifier, est-ce qu'on est capable de trouver des moyens d'agir sur la photopériode pour que les cabris naissent à nouveau au moment où c'est bon pour la végétation. On lance une étude. C'est ça, je pense que là, il faut lancer une grosse étude pour voir si on peut agir sur la photopériode. Sinon, une autre possibilité, c'était d'appeler Elon Musk avec tous les moyens de Tesla, du SpaceX, voir s'il ne peut pas nous mettre une équipe de chercheurs. D'envoyer les chamois sur Mars. Non, pour l'instant, j'en suis pas encore à réfléchir à changer de place les chamois. Mais c'est effectivement une possibilité, mais je ne sais pas si la femelle chamois serait d'accord pour être délocalisée. Ça... Pauline, tu voulais dire quelque chose? Moi, par rapport à Elon Musk ou Ouais, en général. Non, c'est vrai que toutes les solutions combinées paraissent pas mal. Après, moi, c'est vrai que pour moi, la reproduction du chamois, ça n'a pas trop d'impact sur mon activité de guide ou d'accompagnateur, même si c'est pas mal de pouvoir faire découvrir la faune sauvage aux touristes. Donc, c'est vrai qu'un travail avec les directeurs de station et les offices de tourisme pour protéger et puis sensibiliser aussi peut être intéressant. Ouais, hein. On peut y arriver, hein, Juliette. Alors dis-moi, est-ce qu'ils t'ont rassuré là?
Bah, j'aime beaucoup l'idée de me dire que je pourrais aller comme un espèce de zoo dans la station pour avoir les bébés chamois se nourrir avec des gros projecteurs, même la nuit. Genre, ça, j'ai trop hâte. Et par contre, après, bah, en fait, vraiment, ce que j'aime pas dans Bambi, c'est que la maman, elle se fait tuer par le chasseur. Et moi, je me demandais si, en fait, bah, le fait que les adultes ils soient plus faibles, ils allaient plus se faire tuer, les chamois adultes, par les chasseurs. Et on n'en a pas parlé. Alors, ben voilà, ça me rassurait vraiment parce que je voudrais une autre fin, en fait. Ah bah là, c'est l'enfant qui dit. Hein, moi, la voie du problème, c'était juste de nourrir bien mes petits. Ça va, je suis à peu près. En plus, on va pouvoir. Ça, on aura de la lumière et tout, ça me va très bien. Je sais pas. Ce que je propose, dans une vraie phase de jeu, on aurait relancé. Hein. Là, on va passer à autre chose parce que je vois le temps qui tourne. Ça va pour le moment, tous et toutes? Oui, oui. Ouais. Ce que je propose, c'est qu'on passe en phase super défi. Alors, normalement, ici, on aurait sur un vrai jeu à la table, des défis comme ça, les conversations vont quand même beaucoup plus vite. On en fait facilement 4, 5. En ligne, on pourrait en faire une troisième sans trop alourdir, mais pas plus. Voilà. Et ensuite, on passe en phase super défi. Attention, vous êtes prêts? Super défi, si eh ben, les personnages, c'est vous. Tout simplement. C'est Sarah, Juliette, Sébastien, etc. Vous avez un chronomètre qui marche. Il faut avoir trouvé la solution avant la fin. Je fais l'enfant et la voix du problème. Et voilà le super défi qui vous est lancé tout de suite. Depuis la nuit des temps, ce fleuve irrigue toute la région. De nature généreuse, il a permis aux hommes de développer sur ses berges et son embouchure toutes sortes d'activités agricoles et économiques. Et parce que l'homme a un peu trop exploité ses bienfaits, l'eau est polluée et tous ces écosystèmes en souffrent. Il est temps d'agir. Moi, je suis la parole du fleuve. J'aimerais bien qu'on me respecte un petit peu plus, les amis. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? S'il vous plaît. Sébastien. Ah, on ne t'entend pas. Oui. Si, c'est bon. Et ben moi, je me demanderais bien, je favoriserais bien une agriculture qui n'impacte pas les milieux aquatiques. Donc, je favoriserais l'installation d'agriculteurs biologiques. J'aurais une tarification sur l'eau, par exemple, qui serait incitative pour ceux qui ne génèrent pas d'entrants au niveau des nappes. Et donc, je ferai en sorte de à la fois réduire les pollutions, mais aussi aider à des pratiques vertueuses par des financements et des tarifications incitatives. C'est pas mal. Moi, en tant que voix du problème, ça peut convenir un petit peu. Je me demande si c'est suffisant parce que c'est vraiment quand même vraiment sale. Hein, là. Il n'y a pas que l'agriculture. Sarah? Alors moi, en plus des actions de Sébastien, je mettrai en place un programme pour dépolluer tous les milieux autour qui sont liés au fleuve et je mettrai des stations d'épuration, des usines de traitement pour les eaux industrielles, en plus de l'agriculture. Juliette? Là, on doit être dans son propre rôle, enfin, de ce qu'on fait d'habitude. Ouais, ou... ouais. Ou mais tu peux prendre un autre rôle, hein, si tu veux. Ouais, j'avais très envie d'être dans le rôle de l'État. Et du coup, c'est pas du tout ce que je fais d'habitude, mais en fait, j'aurais dans le plan de relance, j'aurais donné vachement de moyens à l'autorité environnementale pour qu'ils aillent faire vachement plus d'inspections des sites classés pour qu'il y ait des mises en demeure beaucoup plus rapides qu'elles ne le sont. Et je ferai une gigantesque formation de tous nos tribunaux qui sont très peu formés aux droits de l'environnement. Comme ça, alors je suis un peu sur le côté répressif, mais ça peut aussi faire ses effets. Ouais, mais moi, en tout cas, là, c'est des solutions. Hein. On installe une agriculture, on dépollue bien, on fait attention,
on met de la vraie répression. Dorine, toi, tu ferais quoi par rapport à tout ça ou en plus Bah oui, tout ce qui a été dit est essentiel et en plus de tout ça, on pourrait sensibiliser toutes les personnes qui viennent se baigner dans le fleuve, parce qu'il y en a, ou dans les lacs avoisinants, et voilà, leur faire prendre conscience de la pollution de ces fleuves pour qu'il y ait aussi une prise de conscience collective qu'il faut agir et qu'il faut dépolluer le fleuve. D'accord. Il nous reste 4 minutes à peu près. Pauline? Bah, c'est vrai que toutes les idées ont déjà été, pas toutes les idées ont déjà été dites, celles que j'avais pensées, mais j'imagine que comme le fleuve a déjà été bien exploité, j'imagine que ces berges aussi. Donc pourquoi pas faire appel aux syndicats de rivière, aux syndicats, afin de renaturer les berges, réinstaller des plantes locales, afin de permettre aussi ces plantes qui permettent aussi peut-être même de la dépollution, qui permettent de remettre un peu de biodiversité là-dedans. Ouais, ok. On dépollue, on est un peu toujours pareil, on essaye de On renature les berges. renature. Ouais, ouais. Je crois que je n'ai pas demandé à Sabine. Non. Alors, je ne sais pas trop si j'ose dire ce que je vais dire, mais Tu veux que je te mette un personnage pour oser le dire? non. Non, en fait, moi, je laisserais cette zone hyper polluée comme zone d'expérimentation et je la laisserais aller jusqu'au bout de sa pollution, en fait, pour voir finalement qu'est-ce qui se passe, quelles sont les plantes qui se développent, comment évoluent les animaux, parce que je me dis que ce qui ne tue pas rend plus fort. Et du coup, voilà, j'essaierai de voir, parce qu'aujourd'hui, on a le bel exemple de la renouée du Japon. On essaye de s'en débarrasser comme on peut, et puis finalement, on voit qu'elle gagne du terrain. Peut-être qu'il faut voir si on peut finalement l'exploiter plutôt que de lutter contre des moulins à vent. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est vrai qu'il paraît que le dark tourisme marche vachement bien et peut-être ça pourrait devenir un hotspot, regarder un poisson mort. Enfin, en fait, c'est des gens qui aiment ce genre d'expérience ultime et peut-être que finalement notre vallée est une super opportunité pour ça. C'est pas 4 saisons, enfin c'est 4 saisons en plus parce que bon, le dark tourisme, il n'y a pas de saison pour ça. Par contre, moi, j'aimerais pas habiter à côté, hein, mais bon. Ce qu'il faut imaginer sur ce fleuve, hein, moi, le fleuve, et il vous reste 2 minutes, c'est qu'il y a beaucoup de monde quand même qui vit sur mes berges. Hein. Donc, on en vit de ce fleuve. Hein. On le pollue, mais on en vit. Moi, je verrais bien deux choses en complément de ce qui a été dit pour rebondir. La première, c'est mettre en place un système d'indicateurs visibles colorés, comme on a les indices de qualité de l'eau sur les plages, quand on arrive au bord du fleuve en disant aujourd'hui, c'est dans l'état, voilà, avec des petits indicateurs qui appellent à réagir. Ça fait écho à ce qui a été dit sur la sensibilisation. Je trouve que c'est important de marquer les gens. Et puis peut-être un deuxième sujet pour travailler sur les écosystèmes qui souffrent, peut-être les identifier un peu mieux. Savoir lesquels, peut-être les faire, et puis voir comment on peut, quels sont les points scientifiques qui les rendent fragiles. Est-ce que c'est, je ne sais pas, le taux de mercure, le taux de métaux lourds, etc. Et essayer d'agir pour protéger ces écosystèmes de manière spécifique. Ouais. D'autres réactions dans la minute qui reste? Alors moi, je rajouterais, parce que l'épidémie du Covid, je trouve ça intéressant, c'est de montrer finalement le nombre de malades liés à cette pollution, le nombre de morts, et d'avoir, avec les indicateurs de Sébastien, des indicateurs sur l'impact sur la santé liés à la pollution de l'eau, du fleuve. Parce que ça fait quand même réagir quand c'est lié à notre santé, on agit bien plus vite que quand c'est pas lié à la santé. Enfin, on le voit là. Ouais. De relier ça à la santé, de faire de l'information, il y a plein d'idées qui pourraient être faites. D'autres réactions? Il reste 40 secondes, 35. J'irai aussi chercher des sous avec un programme de l'Agence de l'eau pour pouvoir avoir une super station d'épuration qui filtrerait même les micropolluants, les résidus médicamenteux et toutes ces choses dont, à part principe de précaution, il ne vaut mieux pas qu'elles se retrouvent dans le fleuve. Ça me semble pas mal. En sortie d'hôpitaux aussi. Allez, on a fini. Alors, pourquoi c'est un super défi? Tout simplement parce que, comme tous les super défis qu'il y a là, mais on n'en fait qu'un par jeu, c'est parce qu'en fait, c'est un vrai cas qui a trouvé une solution.
Et vous allez voir que la solution, vous la connaissez d'ailleurs, hein, peut-être. Hein. C'est ici, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ça se passe, il y a 3 fleuves dans ce cas dans le monde, le Gange, le Yamuna en Inde et le Wanganui en Nouvelle-Zélande. Et en fait, c'est vraiment des fleuves quasi sacrés depuis toujours. Vous voyez, mais c'est aussi des fleuves très en péril. Et donc, ce qui a été fait ici, bah, c'est un peu ce qu'on a fait dans le jeu ici. C'est-à-dire qu'on a donné à ces 3 fleuves, ce sont les 3 seuls en France, dans le monde, à avoir une personnalité juridique. C'est-à-dire que ce fleuve peut, parce qu'il a des représentants, aller poser plainte devant les tribunaux. Voilà. C'est génial. C'est génial, C'est hein? fou. Ah ouais, Ouais. c'est fou, ouais. Et du coup, la liste des personnes représentantes qui ont, on va dire, autorité pour exprimer la voix, la voix du fleuve, ou comme dans le jeu, c'est désigné par l'État, c'est des... Juliette, tu peux partir du jeu, là. Ouais, je sais, ça va J'ai te pas rire. la réponse. Non, mais parce qu'aujourd'hui, en J'ai même pas temps, la réponse. Artaclim, il y Mais avait tu un tapes, colloque sur le droit ouais. et c'est ce genre de questions, mais du coup, il Ouais, fallait ouais. choisir et j'ai choisi Artaclim. Ouais, Dommage. ouais. J'ai pas la réponse. Je l'ai peut-être dans le bouquin, dans le livret de l'animateur. Mais tu tapes personnalité juridique fleuve et tu trouveras ça, quoi. Et ce qui est intéressant dans l'idée de la personnalité juridique, c'est que ça se défend comme une entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise, ce n'est pas une personne physique, c'est une personne morale. Et il y a on peut attaquer en justice ou une entreprise peut déposer une plainte. Ben voilà, ici, ces 3 fleuves ont des personnalités juridiques. Il existe quelque chose de similaire en France, une sorte d'expérience qui s'appelle le Parlement de la Loire, où on est en train d'avancer dans ce sens-là. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Allez, on termine par un petit quiz. Où c'est le super quiz. Donc là, il y a toujours une vraie réponse. Enfin, je veux dire, il y a une solution. Pour obtenir le label Grand Site de France, qui est un label très protecteur, le Puy-de-Dôme, qu'est-ce qu'a construit le Puy-de-Dôme? C'est sur la route. Un chemin de fer? Ouais, un chemin de fer. Faut savoir que, hop là, je me mélange un petit peu dans mes cartes, excusez-moi, voilà, c'est 1 demi-million de visiteurs par an qui montent au Puy-de-Dôme. Et c'est une petite route de montagne. Donc c'était trop, ça sentait mauvais, c'était laid. Et donc, la première étape, ça a été de réglementer l'accès à la route, d'en faire une sorte de route à péage. Et depuis 25 ans, il y a un train qui monte au sommet du Puy-de-Dôme. Et voilà. Mais la raison, elle est d'abord obtenir le label Grand Site de France, donc de rentrer dans un cahier des charges écologiques assez contraignant. À voir. Allez, question. C'est une ville. Il n'y a pas la réponse. Il y a un bug ici. On va voir. Je la pose comme ça, mais la réponse n'est pas sur la roue. Le Châtelard. Hein? La Motte-en-Bauge. Non. Allez, c'est une ville Montmélian. De Haute-Savoie qui protège la biodiversité en Annecy. éteignant les lumières. Non, c'est pas Annecy. Déjà. Non. C'est à moi. Ça commence comme Annecy, ça se termine par Masse. Effectivement, depuis 2009, c'est une volonté politique de la ville d'éteindre les lumières. À savoir que ces lumières, on pense que les lumières urbaines, de l'éclairage urbain, sont la deuxième raison de la cause de la disparition des insectes. Puisque le principe des insectes, quand ils volent la nuit, c'est grosso modo, ils visent la Lune. Donc, il va en ligne droite, parce que la Lune, il n'y arrive jamais. Seulement, si on lui met un lampadaire, pour lui, il est arrivé à la Lune et il commence à tourner autour. Et comme ils sont tous à tourner autour, et ben, ils ne se croisent plus. Et du coup, ils ne font pas des bébés. Voilà. Et Annemasse, depuis 2009, a décidé d'éteindre les lumières de la ville pour protéger les insectes.
les lumières urbaines, il y a plein de trucs en termes de pollution lumineuse sur les migrations des oiseaux, etc. On continue par à cause du manque de neige et de glace, les femelles ne peuvent plus bâtir leur tanière pour y mettre les bébés phoques à l'abri. Qu'est-ce que les habitants fabriquent chaque année pour les aider? Des nids de glace? Des nids de Ouais. glace. Exactement. C'est en Finlande depuis 2018. Les bébés phoques ne peuvent plus s'abriter donc dans ces tanières en neige, ce qui pose des problèmes d'abord, ils ont froid parce qu'ils sont à l'extérieur et aussi des problèmes de prédation. Donc, ce sont des bénévoles qui, depuis 2018, passent plusieurs jours à fabriquer des nids de glace pour les bébés phoques. C'est un projet financé par des scientifiques de l'université de l'Est du pays. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, l'université de l'Est du pays. C'est la Finlande. On le fait. Il y a des gens qui y vont et qui creusent des tanières pour les bébés phoques. Ça existe tous les ans. Vous voyez qu'il y a des solutions, même farfelues. Attention, 20 pays se sont mis d'accord pour recouvrir d'arbres une bande de terre large de 15 km. Mais sur quelle longueur? 7800. Ouais, et tu sais ce que c'est? Non. Non. C'est effectivement, vous imaginez, 20 pays se mettent d'accord pour planter sur 7800 km d'arbres. C'est ce qu'on appelle la grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel. L'idée, c'est d'empêcher la progression vers le sud de ces déserts-là. Et donc, ils se sont mis d'accord et ça a commencé depuis, est-ce que j'ai ça ici? Non, je n'ai pas la date, mais en tapant grande muraille verte sur Internet, on tombe dessus. À savoir que ce n'est pas si simple, que le projet peut être contesté, mais n'empêche qu'ils se sont mis d'accord. On va planter des arbres. C'est vers 2005 ou dans ouais, les 2005 années, peut-être. C'est déjà vieux, hein, voilà. Et que ça marche pas vraiment parce qu'il y a trop de conflits, etc. Sauf au Sénégal, où effectivement le Sénégal a fait sa part. Ils ont planté et ça relance un peu l'agriculture, etc. Mais bon, des projets fous, ça existe. Vous imaginez 7800 km d'arbres sur 15 km de large. Tout ça pour empêcher le désert de bouger. Encore une question? À Annecy, une association préserve le paysage en achetant quelque chose. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est dessus? Ça tourne vite, ça donne mal au cœur. Les terres agricoles? Ouais, c'est les terres agricoles. C'est une association de bénévoles qui considèrent qu'ils ne veulent plus voir des paysages se faire manger par l'urbanisation. Donc, ils rachètent les terres agricoles qui ne coûtent pas cher et ils les relouent à des agriculteurs à un prix correct, de façon simplement à préserver le paysage. Ce qui leur permet en fait de dire qu'ils font de ne jamais dire qu'ils font de l'écologie. Et donc, ils ont beaucoup moins de freins. Ils préservent le paysage. Attention! J'espère que j'ai le super bonus parce que j'avais bon sur l'année, 2005. Bah, C'est t'as le Céline super bonus, Luton Sarah. qui a donné. Question étonnante. Pour empêcher les chats de décimer les rats kangourous, précisément les chats arrêts, c'est des chats retournés à l'état sauvage, ces scientifiques s'adressent aux rats kangourous. Mais de quelle manière? En impliquant les acteurs locaux. Non. Non. En attrapant des lagopèdes. Dans des Un point nids de bonus glace. pour le fun, mais c'est pas la réponse. En les formant. Imagination. En les formant. Moi. Ouais. Je viens de voir formation. Je me dis, Oui, ça doit être- ça c'est complètement fou comme projet. Je vous explique le contexte. Il y a des quantités phénoménales de chats qui se reproduisent à des vitesses incroyables, retournés à l'état sauvage, hyper rapides, hyper furtifs. Et il y a des rats kangourous qui ne reconnaissent pas dans ces chats les prédateurs. Pour eux, c'est des gentils minous.
Et du coup, quand un chat s'approche d'un rat, kangourou, eh ben, il le croque, c'est super facile. Donc, comment faire? Eh ben, c'est des scientifiques, encore une fois, qui ont décidé d'éduquer les rats kangourous en enfermant un certain nombre de rats kangourous sur une surface de 37 km² avec 10 chats. Donc, beaucoup plus de rats pour que les chats puissent les faire. De façon à ce que les rats, s'aperçoivent que le rat est un prédateur avant de les relâcher. Je vous lis les trucs. Au bout de 40 jours de cette expérience, 70% des rats non entraînés, parce qu'il y a groupe témoin et tout, hein, c'est expérience en vrai, 70% des rats non entraînés se font prédater contre seulement un tiers des chats entraînés, des rats entraînés. Donc ça marche. Et l'espoir, bien sûr, c'est que cet apprentissage puisse se transmettre d'une génération à l'autre. L'expérience C'est dans quel pays, ça? Pardon? C'est dans quel pays? Ah, c'est en Nouvelle-Zélande. Il y a peut-être quelque chose à faire avec le lagopède. Il faudrait lui mettre un miroir pour qu'il se rende compte qu'il est blanc, parce qu'à mon avis, il ne le sait pas. Et là, il se rendrait compte en fait qu'il est plus vulnérable, il serait plus discret. Toi, tu es pour mettre les gens en face de leur propre sottise, quoi, finalement. Mais oui, mais quand on entend des choses, mais tu as raison, quand on entend des expériences comme ça, on se dit qu'on peut trouver des solutions. Lesquelles, c'est pas en une heure qu'on les trouve, c'est évident, mais on peut réfléchir. Afin de garantir, et ça sera ma dernière question, afin de garantir pour chaque habitant de ne jamais être à plus de 400 mètres d'un espace vert, qu'est-ce que Singapour a mis en œuvre? Une loi. Très simple. Oui, une loi, tout simplement. Alors évidemment, Singapour, c'est une dictature. Hein. C'est facile. Il n'empêche que on peut critiquer Singapour, c'est aussi une ville qui utilise à outrance la climatisation, etc. C'est une ville très polluante. Mais par la loi, il est impossible de construire quelque chose qui ne garantit pas à un habitant d'être à moins de 400 mètres d'un espace vert. C'est la loi. Il y a des lois qui obligent à construire des bâtiments verts. Et il y a un résultat qui est assez étonnant, c'est que du coup, eh bien, on revoit dans le port de Singapour des espèces animales qui jusque-là étaient menacées, comme par exemple la loutre marine. Voilà. Donc évidemment, l'exemple, hein, Singapour, ce n'est pas forcément un exemple de société vers lequel on a envie d'aller. Il n'empêche que, en changeant la loi, eh ben, on arrive à faire des choses. Merci. Ça va? Oui. Oui. Eh ben, on a fini pour aujourd'hui. Voilà, l'idée, c'est de s'apercevoir qu'on peut avancer. Comment ça s'est passé pour vous? Et puis peut-être que s'il nous reste des spectateurs, je ne sais pas, peut-être que vous avez des questions à nous poser. Ou peut-être que vous posez des questions, ou vous avez envie de faire des réponses, ou vous avez envie de faire des remarques. En fait, il nous reste pratiquement tous les spectateurs qui étaient là au départ. Merci beaucoup. Et ben, s'il y a des questions, il suffit de mettre son micro, sa caméra et de la poser. On fait ça en live. Et puis, pareil, si vous avez des remarques, ben, peut-être que c'est intéressant pour les joueurs de nous dire comment vous l'avez vécu, Juliette. Moi déjà, je suis épatée par le PowerPoint interactif. Je trouve ça incroyable. Du coup, c'est très agréable à jouer. Enfin, on s'ennuie pas. C'est coloré, tout ça. Enfin, ne serait-ce que s'il faut l'employer, le jeu, moi, je le trouve très, très chouette. Et après, on m'a souvent fait le retour que le jeu de rôle, ça convenait pas à tout le monde, qu'il y avait des gens qui n'étaient pas à l'aise, etc. Bon, du coup, ça, je sais pas, hein, mais j'imagine que... Enfin, vous avez peut-être discuté comme dans les limites de l'outil, mais bon, là, j'ai trouvé que tout le monde était de bonne volonté, donc ça s'est bien passé. Ouais. Et puis, j'aime bien le côté imaginatif. Au final, Sarah, avec son petit train de conférencière, elle était pas loin de la solution du Puy-de-Dôme, donc pourquoi pas. Non, franchement, j'ai bien aimé la dynamique. Après, j'ai hâte de voir ça avec des gens qui ont d'autres, par exemple, je sais pas, des chargés d'émissions économiques en com-com, enfin voilà, des gens qui sont très, très dans leur sujet spécifique pour voir ce qui peut sortir. Alors, deux réponses. La première, c'est effectivement le PowerPoint, ce n'est pas un PowerPoint, c'est un petit peu plus compliqué ce qu'il y a dessous.
Et c'est Marie qui doit être là dans les observateurs qui nous a fait ça en 15 jours. Elle est super forte et on lui remercie, on la remerciera jamais assez hein, parce qu'elle s'est super bien débrouillée. Mais si vous avez besoin, effectivement, à un moment donné ou à un autre, de transférer un truc comme ça, effectivement, on connaît quelqu'un maintenant qui sait faire, quoi. Et puis la partie jeu de rôle, c'est un peu un pari à chaque fois, mais de mon expérience, ça marche à tous les coups. Même des gens qui vont démarrer dans un jeu, comme ici, qui vont dire « Moi, je ne suis pas joueur. » Ouais, pas de problème. Justement, d'être dans un jeu de rôle, ce n'est pas vraiment un jeu de rôle ici, en l'occurrence, puisqu'on n'a pas vraiment le temps. C'est plus de mettre un filtre qui fait « C'est pas moi qui parle. Moi, je suis le directeur de l'Office du tourisme. » Point. Voilà. Donc, en fait, c'est plus une protection que ça sert à se protéger. Vous voyez d'ailleurs, quand à la fin, au super défi, je dis on enlève les rôles, oh bah, je me retrouve un petit peu tout nu là. Voilà. C'est pas obligé, hein, là, c'était pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres marques. Moi, j'en avais une. Je me disais que des fois, sur la position de l'enfant, l'adulte, il est des fois un peu bridé. Et je me demandais si ce jeu il pouvait être finalement mixé adulte et public enfant. Alors peut-être des enfants d'un certain âge. Mais alors oui, d'associer les deux. On a fait l'expérience. C'est d'ailleurs pour ça que sur certaines cartes défis, il y a, je peux peut-être en trouver une, il y a, ah non, c'est sur les personnages. Sur les personnages, il y a des personnages, on en prend un ici, par exemple, voilà, où il y a un A qui s'affiche. Voilà. A, ça veut dire que c'est un personnage qui peut être endossé par un ado. Et les personnages qui ne sont pas ciblés A, c'est parce qu'on a fait l'expérience avec des ados qui ont participé dans des groupes mixtes adultes-enfants, enfin, adultes-ados. On s'est aperçu qu'il y avait des choses, ça ne leur parlait pas. Guide conférencier, un ado de 14 ans, il ne sait pas ce que c'est. Par contre, se dire, ouais, je suis avocat, ouais, ça me va. Voyez. Donc, et ça fonctionne super bien. Oui. Justement, la rencontre, en tout cas dans les quelques tests, parce que c'est vrai qu'on a le confinement qui nous tombait dessus quand même, dans les quelques tests qu'on a pu réaliser, ça a drôlement bien fonctionné, quoi. Ouais, puis moi, je me dis que ça peut être un super outil, ça, avec les communes qui ont mis en place des conseils de jeunes, des conseils municipaux jeunes, et où finalement, amener à se rencontrer les deux tranches d'âge, et ça peut donner des idées d'animation. Ouais. Puis ça peut se poursuivre. Sarah, on a commencé à réfléchir avec Sarah qui n'avait encore jamais joué au jeu. Du coup, je ne sais pas si tu es toujours là, je ne te vois plus. Oui, si je suis. Ouais, mais l'idée de Sarah était intéressante, c'était de s'en servir comme de base pour une formation. Je te laisse. Oui, c'était en fait utiliser le jeu alors peut-être certaines cartes, pas toutes les cartes, pour ensuite que les gens se sentent à l'aise de travailler ensemble et qu'on les amène ensuite à réfléchir à des actions qui soient réelles, plausibles à l'échelle de notre territoire. En se disant que le jeu cherchant à faire sortir vraiment toutes les idées les plus farfelues, on puisse ensuite se poser sur des questions bien plus précises liées à notre territoire par rapport à l'adaptation au changement climatique. Tu veux dire, Sarah, que ça serait par exemple adapter les cartes défis en fonction vraiment de la problématique de ton territoire, mais tu gardes les personnages en fonction de ceux qui existent vraiment sur le territoire? Non, c'était faire un peu une sorte de brise-glace OK. et de sensibilisation parce que là, finalement, on connaît tous les personnages, on les a tous côtoyés sur notre territoire, mais les enjeux ne sont pas sur notre territoire, à part certains qu'on revoit ressortir. Mais donc de se projeter ailleurs pour briser la glace, je trouve ça intéressant pour après les amener à une autre séance, pas dans la suite, mais sur plusieurs étapes, à réfléchir à des solutions peut-être plus concrètes, moins conflictuelles, avec soit des groupes d'acteurs. Je pensais moi je suis en train de travailler sur les acteurs touristiques. Comment je fais ce jeu-là avec les acteurs touristiques en l'intégrant dans le travail que je veux amener pour trouver des solutions.
sais pas si vous avez d'autres remarques, d'autres questions, pardon. Moi, je voulais simplement rebondir sur ce que disait Sarah pour dire que j'étais vraiment d'accord avec elle. Je trouve que le jeu en lui-même, moi, je me suis bien pris au jeu. Je trouve que c'est vraiment en plus bien animé, bien travaillé. Donc, je trouve que c'est vraiment un moment agréable. Après, effectivement, je pense que moi, je verrais bien plusieurs formats de ce jeu-là. Peut-être un format plus court en démarrage de réunion, parce que je pense que ce côté brise-glace que évoquait Sarah, il peut être intéressant de se dire, ben voilà, le fait de jouer un jeu, de mettre les gens à l'aise, d'avoir cette posture, ça permet aussi très vite de créer un lien différent, en fait, faire en sorte que les gens soient plus à l'aise. Donc peut-être un format court en brise-glace pour des démarrages de réunion, type on réunit une commission de transition énergétique ou on fait un point avec un conseil municipal sur un sujet, du coup, c'est un moyen de mettre les gens dans une posture un petit peu différente de celle qu'ils pourraient attendre habituellement. Peut-être et puis compléter inversement ce format-là, un format un peu plus long pour dire finalement passer à l'action, parce que c'est un peu ce que je trouve frustrant dans le format qu'on a eu ce soir, c'est de se dire finalement sur notre territoire, alors c'est complètement difficile, je le conçois, je ne vous demande pas l'impossible, mais comment sur un territoire donné on peut en tirer quelque chose une fois qu'on a créé cette dynamique, qu'est-ce qu'on peut créer pour que ça amène des solutions d'adaptation sur un territoire particulier. C'est vrai que dans l'État, le jeu c'est un outil d'information qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que on va plutôt que de vous dire il y a un problème avec les chamois, ou il peut y avoir un problème avec les chamois, etc. Exemple, c'est plus de dire tiens, vous saviez qu'il y a un problème avec les chamois, on va le travailler d'une façon un petit peu rigolote, de façon à ne pas être dans le truc catastrophe. Donc on est vraiment dans d'abord dans cette idée-là. C'est un jeu, à mon avis, une brise-glace pour enclencher une démarche. Céline ? Oui, c'était effectivement l'objectif qu'on avait fixé au départ. Et dans le chat, il y avait une question, est-ce que l'outil a été testé avec des élus? Et si oui, est-ce que cela a aidé à lancer une dynamique territoriale d'adaptation? Ça revient à ce que vous évoquez là. On avait prévu de faire ces tests. Malheureusement, la crise sanitaire nous a empêchés de les faire. Et donc, on espère bien pouvoir passer à l'action à un moment donné. Mais c'était effectivement l'objectif, faire un amorçage. Alors, ça peut être… En fait, ce jeu peut se jouer à différents niveaux. Ça peut être effectivement de l'information, notamment auprès des jeunes, et puis de la information, mobilisation individuelle, ou bien ça peut être de la mobilisation collective, ce brise-glace ou cette expérience d'approche et d'accroche pour aller vers une dynamique collective et une réflexion collective ensuite. Donc c'était bien dans ce sens-là que c'était prévu, effectivement. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas pu faire tous les tests qu'on voulait. Et l'intéressant de la question, est-ce qu'on peut le faire avec des élus? Moi, je serais prêt à y aller là. Je suis à 90% sûr que ça marche parce qu'il y a les personnages et cette fameuse question du jeu de rôle. Et donc, d'un coup, c'est plus moi qui suis dans telle position politique, c'est moi qui suis le vieux du village. C'est plus vraiment ma parole. Et du coup, c'est ce fameux espace transitionnel là qui est joué ici. Et effectivement, ça peut lancer quelque chose. Moi, j'ai assez confiance là-dedans. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'avais une remarque un moment au début. En fait, je trouve que c'est troublant de se dire est-ce que je propose des solutions qui sont réalistes par rapport aux problèmes et à l'enfant, ou est-ce que je reste dans du complètement farfelu qui peut amener à être réaliste? Pourquoi pas? Et j'aime bien ce côté farfelu en me disant mais en fait ça nous fait, si on sort, on a d'autres idées qui vont émerger parce que notre esprit va plus être dans du rationnel mais dans de la créativité. Et en fait, au début, tu n'as peut-être pas, dans le cadre, tu vois, comme moi j'étais la première à passer et que le problème c'était la pollution, je me suis dit, mais bon, je dis quoi? Je dis une réponse, on vient tous en vélo, on arrête la voiture, qui est très rationnelle, ou pas?
Et c'est là où je me suis et pareil pour le scientifique, où je me suis dit: «Bon, est-ce que» je connais pas enfin, je connais un certain nombre de personnes qui sont, autour du jeu, mais je me retrouverai dans la même position avec plein de gens, avec des élus, dans ce tour de table. Je fais quoi? Je lance je suis sur du précis, du concret, du pas trop fou ou bien, je pars dans le complètement fou et ça permet aux autres de partir dans un peu de folie et plus être, dans la réalité du moment. Complètement, Sarah. On est quand même un petit peu sur la retenue quand même. Oui, mais vous avez raison. Et Moi, je me suis dit: «Sébastien avec qui je travaille, qu'est-ce qu'il a pensé, de mon idée?» et puis bon, je Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment les meilleures idées. C'était les plus farfelues parce qu'en fait, c'est celles qui par exemple, qu'une station de ski, puisse un jour proposer enfin voir dans une solution une attraction avec des animaux, enfin parce qu'on en était là, un site de nourrissage, avec des spots d'observation, enfin, bah, en fait, c'est assez extraordinaire. Enfin moi, j'ai jamais, eu ce discours-là d'imaginer une station de ski qui tout d'un coup, se transforme en toiterie ou je sais pas, ou un parc animalier quoi et du coup, j'ai trouvé que c'était les meilleurs moments du jeu ou même finalement ton petit train, bah, en fait, bah, c'est oui, c'est hyper pertinent. On parle quand même de tourisme, on parle quand même d'amener des gens, moi j'ai trouvé que c'était les meilleurs moments, c'est finalement quand et aussi parce que des fois, c'est là où tu te dis: «Bon non, on pourra rien faire». Enfin là, quand tu es parti avec, les scientifiques qui veulent éclairer, plus, enfin tu vois le mais j'ai trouvé que c'était bien parce que ça en fait, ça montre aussi où est le curseur. Moi, j'ai trouvé que c'est autant partir à fond dans le farfelu quoi, parce qu'il y avait plein de trucs finalement cool, mais c'est mon point de vue. c'est vrai. Et en fait, c'était pas la remarque de Sarah. Moi, je l'ai plutôt comprise en disant jusqu'où moi j'ose aller. Mmh. Parce qu'après tout, je peux avoir des idées farfelues pour oser les dire. Et là, il y a deux réponses. Il y a d'abord la réponse personnage. Tu as raison, j'ai peut-être mal cadré. À partir de maintenant, vous n'êtes plus. Tu n'es plus Sarah, chargée de mission PNR, tu es Sarah, monitrice de ski. Voilà. Et c'est cette voix-là qu'on veut entendre. D'ailleurs, dans le vrai jeu, vous pouvez voir qu'on a changé les prénoms. Autant ça marche bien sur la table, autant à distance, ça ne fonctionne pas. Mais c'est encore un moyen de distance. Et puis, deuxième phénomène, c'est qu'il y a un peu un tour de chauffe. Le premier problème, c'est un peu un tour de chauffe. Ça le fait même à la table où chacun cherche un peu comment ça marche, etc. Et puis dès le deuxième, ça va mieux. Et puis en général, quand on en a fait 3 ou 4, c'est bon, tout le monde est rentré dans le jeu. Mais il y a une sorte de tour de chauffe. D'ailleurs, peut-être qu'on devrait faire un tour de chauffe spécifique sur un sujet facile. Je ne sais pas, Céline. On n'en a jamais parlé comme ça. Mais il y a cette histoire de tour de chauffe. Ça, c'est sûr. En fait, j'ai l'impression que ça se pose d'autant plus quand on le fait en ligne parce que le tour de chauffe, il est présent tout le temps, y compris dans le présentiel, mais dans le jeu en ligne, il y a aussi tout ce dispositif un peu particulier qui renforce encore ça. Donc effectivement, on devrait réfléchir peut-être à ça, oui. Faire cette espèce de tour de chauffe sans qu'on le dise et qu'on l'annonce en tant que tel, mais sur la première question, qu'elle soit simple et qu'on voilà, parce que les défis se valent pas les uns les autres. Il y a des défis qui sont qui déclenchent l'imaginaire beaucoup plus que d'autres. Et pour revenir sur la discussion actuelle là, sur est-ce qu'il faut partir dans l'imaginaire ou pas, c'est tout l'intérêt du jeu en fait, hein, de vraiment se laisser aller à imaginer des trucs complètement farfelus dans lesquels effectivement on trouve parfois en deçà de ce truc complètement barré des éléments intéressants pour les territoires. Mais l'équilibre du jeu, en fait, on l'avait pensé jusqu'à maintenant exclusivement en présentiel. Et c'est vrai que la transformation en ligne, même si ça fonctionne, mais il y a encore des ajustements, je pense, à faire. Et notamment ce tour. Alors là, j'ai remarqué que l'endossement des différents personnages avait été peut-être plus difficile qu'auparavant. Et justement, le fait on a essayé de simplifier
la passation en ligne en ne changeant pas les prénoms. Mais finalement, je pense que le fait de changer de prénom, ça facilite le changement de rôle aussi. Et il m'avait semblé dans les précédents tests, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel, que le fait de ne plus s'appeler Sarah, mais de s'appeler Léa ou je ne sais pas comment, même si dans les tours de parole, c'est un peu plus compliqué en ligne, ça facilitait cette prise de distance en fait. Il faut qu'on travaille encore un peu. Alors, pour répondre à un certain nombre de questions qui sont posées dans le chat ou autres sur la disponibilité du jeu, pour l'instant, on n'est pas en mesure de donner un lien sur lequel récupérer tout le matériel du jeu et pour pouvoir l'appliquer à n'importe quel endroit. Pour arriver à ça, il nous faut encore travailler un peu parce qu'il y a un livret de l'animateur qui est en cours de rédaction, mais il faut encore il faut encore le travailler. Il a été fait dans un premier temps, toujours pareil, pour un animateur en présentiel. Là, l'animation en distanciel, il y a quand même des petites différences. Alors, Pascal connaît ça sur le bout des doigts parce que c'est lui qui a créé le jeu et donc il y arrive très bien. Mais je pense qu'il faut un livret d'animateur pour le jeu en présentiel et un pour le jeu en distanciel. Et ça, c'est encore à produire puisque la transformation en distanciel, elle est récente. Hein, comme Pascal vous le disait, Marie a réussi le tour de force de transformer le jeu pour qu'il puisse être joué en distanciel en 15 jours. Mais c'est à peu près depuis ce moment-là, à peine un peu plus tôt, qu'on a réfléchi à une façon de le faire à distance, quoi, pour s'adapter à la situation sanitaire. Donc pour l'instant, si vous voulez tester, il faut prendre contact avec nous et pour l'heure, pour le tester dans les mois qui viennent, l'animateur reste Pascal finalement. Pour une systématisation un petit peu du jeu, il faut encore qu'on réfléchisse, quoi. Enfin, une systématisation, une possibilité de le faire réaliser par toute personne intéressée pour le déployer sur son territoire. Et moi, j'ai une question, je ne me souviens plus, en fait, quand on est en présentiel, c'est un animateur, toutes les tables, donc on peut être à 5 tables avec un En présentiel, on arrive, les tests qu'on a fait, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 tables, ensemble, avec un seul animateur. Donc, tu n'es que sur le processus et la voix du problème est faite par un joueur. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et là, après, la circulation de parole se régule toute seule. À distance, c'est juste pas possible parce que là, ça fonctionne dans la mesure où l'animateur distribue la parole. C'est parce que je vais vous chercher. Et toi, t'en penses quoi? Toi, t'en penses quoi? Voilà. Parce qu'on ne peut pas s'interrompre. Voilà. Donc, en fait, on peut faire jouer en présentiel une trentaine de personnes ensemble sur différentes tables. Et là, c'est maximum 6 personnes en distanciel. Oui, parce que sinon, ça rame dans les échanges, tout simplement. Ouais, le tour de parole devient trop lourd si on est plus nombreux et du coup, chaque partie, chaque défi prend trop de temps. Donc, ouais, c'est tous ces ajustements-là qui sont en train de se faire, en fait. Moi, j'ai juste une petite chose à dire. Je suis obligée de vous quitter, mais en tout cas, merci beaucoup pour la présentation et pour toutes les opportunités que ça ouvre. Et puis Céline, je reviendrai vers toi et Pascal certainement aussi pour le mettre en application et pour l'intégrer dans la boîte à outils pédagogique qu'on est en train de réaliser dans le cadre d'Artaclim. On est en train de faire avec Camille d'Actéon des fiches pédago et on aimerait intégrer effectivement les outils qui sont déjà existants et les transposer sur notre territoire. Donc voilà, si on peut refaire un test comme ça serait vraiment chouette. On refait. Ah, ok. On refait, on se met d'accord sur un moment et puis on refait. On se recontacte à ce sujet, pas de souci. Merci beaucoup, bonne continuation à tous.
Salut Sabine. Merci. Au revoir. Salut, merci Sabine. Si on n'a plus de questions, Bonjour, Iris Silvera. Donc finalement, je suis restée jusqu'au bout en sous-marin. ouais, J'avais encore une petite question qu'on on a un petit peu abordée déjà en fait sur les rendus possibles en fait grâce au jeu. Alors c'est vrai que moi je le voyais plus aussi comme une introduction qui permettent ensuite d'approfondir peut-être avec des groupes de travail sur des thématiques plus précises, etc. Mais justement, je voulais savoir si vous aviez déjà expérimenté, on fait le jeu et ensuite, qu'est-ce qu'on propose en fait aux joueurs qui se sont mis autour de la table pour pas les laisser sur leur faim? très, très concrètement, on n'a pas encore expérimenté ce et ensuite. Voilà, c'est tout neuf, hein, l'outil vient de sortir, mais c'est la vraie question, c'est le et ensuite. Et je dirais même le et pendant. On pourrait en présentiel rajouter à chaque table un non-joueur qui est là que pour prendre des notes. Parce on les oublie, les idées. Voilà. Mais oui, c'est une vraie question. On est resté, si vous voulez, moi, je me suis dit, la commande, c'est on doit passer un bon moment en récupérant de l'information, somme toute désagréable, mais en ayant de l'énergie. On doit ressortir avec le punch. Voilà. Effectivement, le et ensuite se pose. J'ai presque envie de dire le et ensuite, c'est un peu à vous de vous les approprier, quoi. Et pour rebondir sur la question de Iris, en termes de rendu, parce que là, tu parlais de quelqu'un qui prendrait des notes, effectivement, pour que ça ne se perde pas. Je me suis dit que c'est dommage qu'on n'ait pas encore la personne qui faisait les dessins, parce que je pense que ça aurait pu être génial d'avoir une espèce de carte postale de ton idée farfelue. Enfin, je ne sais pas concrètement après, parce que si tu dois retravailler ça en groupe plus expert, enfin voilà, un groupe de travail, sur quoi tu te bases? Parce que après tout, tu pourrais aussi te baser sur l'idée farfelue avec plein d'autres éléments de diagnostic. De quel rendu on peut imaginer? En fait, il y a quand même une démarche qui est, parce que, en dehors de ce jeu, moi j'anime beaucoup de sessions de créativité, de choses comme ça. Mais c'est la même démarche. C'est-à-dire qu'une session de créativité, comme le jeu, c'est un truc où tu ouvres au maximum pour raconter n'importe quoi, avec toujours cette idée qu'il y a peut-être une pépite là-dedans. Le jeu, il sert à ouvrir. Et la question d'Iris, c'est comment on referme. Parce qu'après tout, dans toutes les idées qu'on a, il y en a 90% qui ne sont pas bonnes. Ce n'est pas important, c'est parce qu'on produit des idées qu'on va trouver la bonne. Voilà, donc c'est sur un processus, on est juste effectivement sur le début d'un processus créatif. Là. Okay. La première phase. Donc là, ensuite, ouais, c'est bon. Et on a un peu réfléchi ouais, ensuite, et puis on a été un peu pris de court, et enfin, ça a été un peu bousculé par, comme beaucoup d'initiatives par la pandémie. Mais on avait imaginé dans le jeu en présentiel qu'il y ait un temps à la fin du jeu d'échange des idées entre les tables, puisque c'est plusieurs tables qui jouent à la fois. C'est qu'il puisse y avoir un temps d'échange sur ah oui, alors vous avez eu quel défi à relever, parce que toutes les tables ne travaillent pas sur les mêmes défis, et qu'est-ce que vous avez proposé comme solution, qu'est-ce que ça pouvait donner, etc. Et on avait même imaginé pouvoir projeter ça, enfin mettre ça sur un espèce de tableau qui fasse une espèce de synthèse de toutes les idées farfelues qui avaient germé au cours de la soirée, et qui pourraient ensuite être reprises dans un processus plus de réflexion collective appliquée à un territoire particulier, etc. Pascal, pardon, je ne voulais pas. Si, mais tu as raison. La difficulté sur ça, c'est en fait, c'est dans quel cadre je l'utilise. Si je l'utilise un soir, j'ai invité des habitants de toutes les générations et on va passer un moment autour de la notion du changement climatique, et pour ça, on va faire un jeu. Bah, le et ensuite, c'est l'apéro, tout simplement. Et il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et on en discute. Parce que si on construit trop le et ensuite, ça devient un exercice formel presque universitaire. Si on est dans un cadre de formation, le et ensuite, là, il faut le réfléchir, quoi.
Et c'est évident qu'après un truc comme ça, si on revient sur ma première hypothèse, l'apéro, ça discute. Tout simplement. Mais encore une fois, ça dépend si on veut l'utiliser comme sensibilisation, transmission de connaissances, d'informations, ou si on veut l'utiliser effectivement comme point d'accroche et point de départ à une réflexion plus structurée. Et du coup, les adaptations seront à faire au cas par cas selon ces objectifs-là, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans ce cas, moi j'ai passé un bon moment. Merci Pascal, merci Céline. Ouais, merci pour l'animation. Voilà, et puis au plaisir de se recroiser peut-être chez vous. Et en vrai. Exactement. Merci à vous tous de vous être prêtés au jeu et d'y avoir assisté en spectateur. J'aurais bien aimé avoir quelques avis. Alors Iris nous a donné le sien, mais aussi de personnes qui ont été en spectateur pour savoir comment c'était vécu quand on regarde jouer. Alors, Anne Grésivaudan, j'espère que ça ne va pas couper parce que ma connexion n'est pas très bonne. Oui, non, c'est plaisant à regarder, y compris vu de l'extérieur. Donc, moi, je ne me suis pas du tout ennuyée. En plus de ça, on avait un groupe qui a particulièrement bien joué le jeu, donc c'était plutôt plaisant à écouter et à regarder. Donc, ce n'est pas du tout rébarbatif, c'est plutôt intéressant parce que parfois on aurait presque envie d'intervenir ou de donner des idées. Donc, non, c'est intéressant. Par contre, effectivement, quand on n'est pas dedans, on trouve ça plutôt sympa et on se dit, et moi, la question que je me posais, mais c'était ce que vous étiez en train de dire, c'est comment est-ce que je pourrais l'utiliser? Et autant ça me semble évident avec des habitants pour une soirée découverte ou de sensibilisation, autant avec les élus ou les collègues des services, ça me semble un peu plus compliqué et que du coup, je trouverais effectivement intéressant d'avoir un petit document qui puisse aider chacun un peu en fonction de ses objectifs, de savoir comment est-ce qu'il peut l'utiliser. Voilà. Mais sinon, c'est agréable de l'extérieur, il n'y a pas de souci. Peut-être que ça se prépare. Je sais pas, par exemple, on avait un tout petit peu parlé avec Sarah, mais peut-être qu'il y a il y a 2 super défis. Il y en a un qui est, comme il est déjà prévu ici, et puis il y a un autre super défi qui est vraiment une carte territoire qu'on a travaillé avant. Et on va, en fait, s'il n'y avait pas eu le confinement, on aurait testé dans le parc des Bauges avec les élus. Et on n'a pas eu l'occasion. Donc, voilà. Dès qu'on aura testé, au moins avec la commission transition énergétique. Et c'est vrai que je trouvais l'idée de Sarah de dire on fait un brise-glace Et du coup, je vous encourage à suivre ce que Christophe va faire passer cette journée d'après qui pourrait permettre d'évoquer justement ces suites possibles spécifiquement pour le jeu, mais aussi pour d'autres éléments d'Artaclim, de voir comment on continue derrière et qu'est-ce qu'on met en place. Ça pourrait être l'occasion du coup d'échanger là-dessus et d'essayer de voir comment mobiliser à la fois des personnes intéressées et puis des ressources, et notamment financières, pour aller plus loin, quoi. Puisque Laurence Monel aura 2 heures, je voulais intervenir juste pour donner un ressenti par rapport à ce que j'ai vu et des pistes peut-être. Parce que nous aussi, on travaille sur ces approches adaptation au changement climatique et qu'on a mis en place un outil qui est très, très différent dans l'animation. Et je pense que, donc, il s'appelle Climastory, vous en avez peut-être déjà entendu parler et vous en réentendrez parler. Et peut-être on aura l'occasion aussi de travailler ensemble autour de ces outils. Et ce que je pense par rapport à l'outil que vous présentez ici, c'est que la grande qualité, c'est surtout d'aider à la créativité, vous l'avez dit d'emblée, et que ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé pas que en début, mais aussi tout au long de travaux.
Et peut-être que sans être joué depuis le début, il y a peut-être des morceaux de jeu qui sont intéressants à pouvoir utiliser pour libérer la créativité à des moments de réflexion sur justement une action en particulier ou sur une situation particulière d'un territoire avec des bons, enfin j'allais dire les bons personnages et le bon problème du territoire, comme vous l'incarniez, Pascal, voilà, qui permettent aussi aux personnes de se dire bon ben voilà, on est dans un processus sérieux, un peu comme on a fait cet après-midi sur pas mal de moments où on est vraiment dans la réalité. Et puis on a besoin de changer les visions, etc. Et donc là, on se lâche, quoi. Et ça serait intéressant, je pense, de creuser plus loin, effectivement, les idées qui ont été dites un peu comme farfelues, mais qui, peu à peu, peuvent peut-être prendre une tournure, une réalité dans un territoire. Voilà, moi je pense que c'est presque plus là que je vois du potentiel par rapport au territoire, après par rapport aux citoyens, etc. Bien sûr que c'est intéressant en tant que tel, et que ça peut être utilisé sur des mobilisations, des territoires qu'on vient de mobiliser, etc. Mais aussi dans une réflexion pour aller chercher des solutions originales, etc. Je trouve que c'est intéressant. Ouais. En tout cas, ce qui me fait super plaisir, c'est d'entendre tous ces professionnels ici qui imaginent déjà des tas de façons de s'en servir, quoi. Et de se dire, moi, je mettrais ici, moi, je ferais ça, je ferais ça. En fait, je pense que c'est la vocation de cet outil. C'est à terme, c'est qu'on puisse se dire à quel moment, dans quelle séquence, pour qui je l'utilise, comment je l'adapte. Moi, ça me fait super plaisir d'entendre ça. C'est vachement bien. Céline aussi. Hein. Carrément, oui. Carrément. Moi, je veux juste te dire que enfin, ça me plaît parce que ça parle sur, comment dire, ça permet d'accéder par rapport au sujet de l'adaptation et à accéder en nous justement à d'autres leviers que ceux qui peuvent être proposés, par exemple, dans le cadre de la fresque du climat, qui est un outil qui est un peu à l'opposé. C'est dans la même famille, mais c'est un peu à l'opposé pour moi en termes justement de connexion et de messages que ça fait passer quand on joue, enfin, ce que ça joue en nous. Et dans le cadre de l'adaptation, dans Artaclim, ce qu'on a constaté, c'est que en fait, il n'y a pas un outil, un truc qui d'un seul coup va amener à prendre des décisions, à faire de la transition, etc. C'est vraiment un long processus qui doit être, comment dire, dans lequel on ajoute et pour lequel on va utiliser différents moyens d'atteindre ces objectifs, de préparer le territoire justement aux impacts du changement climatique, de préparer les élus, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun doit se dire, doit en fait connaître les limites et les atouts de ce genre d'outils, et de se dire où est-ce que je l'intègre dans le processus. Et vraiment avoir beaucoup d'humilité sur les résultats, en fait, parce que ça va être juste, peut-être que ça va juste jouer à un moment donné dans l'esprit de quelqu'un, débloquer quelque chose, on ne verra même pas forcément, il n'en parlera pas sur le coup, et puis peut-être que 2-3 jours après, il devra prendre une décision et ça aura joué là-dessus, ça aura peut-être ouvert un peu les esprits ou quelque chose, enfin l'esprit sur quelque chose en particulier. Et on ajoute en fait un ensemble, voilà, un processus, on ajoute tout un tas on utilise tout un tas d'outils, de méthodes, de démarches, enfin bon voilà, et on a vu aujourd'hui les limites de certaines choses. Ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a vu des outils hyper techniques, un peu usine à gaz, et ça a permis à tout le monde de se poser la question de leur utilité. Oui, ça peut être utile ou pas. Là, on voit cet outil, pareil, on se dit ça peut être utile ou pas. On se pose des questions, on n'est pas sûr. Mais en fait, à un moment donné, il peut être pertinent, mais si le processus il est bien pensé et qu'on connaît surtout tout ce qui existe. Et c'est un peu notre problème aujourd'hui, c'est peut-être la suite d'Artaclim, enfin comment dire, c'est l'une des idées que j'imagine, c'est de pouvoir mieux réunir à certains endroits l'ensemble des outils qui sont disponibles et qui permettent justement de fabriquer son approche, sa démarche d'adaptation au niveau territorial et pas de toujours répliquer les mêmes méthodes qui viennent effectivement d'en haut et qui voilà, parfois rendent compliqué l'application.
bref, donc voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est vraiment voilà, ces outils, cet outil-là, voilà, comment on le pense vraiment dans un processus, moi c'est comme ça que je vois la chose. Et pour ça, il s'intègre parfaitement. Il est vraiment hyper intéressant et ça donne. Moi, j'adore lorsque l'enfant effectivement s'exprime. Ça, c'est hyper important en termes de représentation. On se projette bien. Bah, merci. Ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est que pour avoir, comme tout le monde ici, dû travailler pas mal en distanciel et animer pas mal de réunions, en l'occurrence, le distanciel oblige à réduire les objectifs quand on travaille en créativité. Et que dans le jeu, en présentiel, il y a plein de choses intéressantes. Par exemple, le plateau, on peut à un moment donné, on peut le retourner parce qu'au dos du plateau, je peux vous montrer, au dos du plateau, il y a toutes les cartes défis qui sont inscrites. Donc, on peut imaginer une phase de jeu, on l'avait testé comme ça, où on choisit, le groupe va choisir son défi. Donc, au passage, tu vois les choses, tu vois des tas de choses. On peut imaginer plein de façons de l'animer. La distance oblige à faire des choses comme ça. Christophe? Non, j'ai rien à dire. Mais je pense en distanciel, tu peux, parce qu'on les voit, hein, les défis. Non, on pourrait, non, mais là, on pourrait, quand tu les fais tourner, on pourrait dire, ah bah nous, on veut celui-là de défi. Ouais, mais c'est un peu fastidieux. Il faut que tout le monde se mette d'accord. Ouais. Le jeu, dans sa taille, dans sa vraie taille, il est comme ça. Voilà. Et hop, derrière, il y a toutes les cartes défis qui sont inscrites. Et avec un code couleur, parce qu'il y a les cartes défis biodiversité, les cartes défis agriculture, les cartes défis tourisme, et j'en oublie un, comme toi Céline. Risque naturel, ce coup-ci. Risque naturel. Voilà. Donc en fait, il y a aussi l'outil, il est prévu, conçu pour pouvoir donner de la liberté d'animation. Tu peux t'en servir de poster si tu veux. Tu vois. Ouais, il y a plein de façons de faire. La dernière question que j'avais, mais ça c'est plus dans le processus de création du jeu, ça m'a beaucoup intéressé la façon dont les cartes défis étaient formulées, parce qu'elles n'étaient pas accusatrices en fait. Et bah, tu vois, au conservatoire, nous, on est peut-être là pour exprimer la voix de la nature. Je suis pas sûre qu'on le fasse toujours de manière. En fait, on arrive peut-être pas très bien à le faire parce qu'on nous voit toujours comme les écolos, donc des humains. Et on n'arrive pas forcément toujours à avoir la bonne formulation, je trouve, pour faire porter cette voix de la nature. Je trouvais les cartes intéressantes dans ce sens-là et du coup, ça m'intéressait de savoir, si vous avez un peu des conseils en fait, ou comment vous avez procédé pour neutraliser un peu quand tu t'exprimes pour la voix du problème en fait. Je trouvais que c'était très bien fait dans le jeu et je me demande si ça vous a donné du fil à retordre ou pas dans cette phase de création. C'était super difficile. La vérité, c'est que c'est pas simple. Parce que d'abord, ça doit tenir dans un tout petit espace. Et en fait, la voix du problème, tu vois, il y a toujours deux choses. Il y a, parce que là, on l'a eu, celle-là. Ah non, c'en est une autre. Il y a toujours une petite description. Puis, effectivement, là, j'essaie, entre guillemets, de l'humaniser dans quelqu'un qui demande un coup de main. Point. C'est juste, je demande un coup de main. Et je vous avoue que ça tombe bien qu'on soit tombé sur ce super défi. Je pensais beaucoup à ces fleuves qui ont une personnalité juridique à ce moment-là. Je suis vraiment la voix du fleuve. Et puis la deuxième difficulté, c'est qu'il y a, comme ici par exemple, Bachir Belfarad, qui est un universitaire, à qui on a demandé, enfin Céline a demandé, envoyez-nous des défis. Mais ils ne nous ont pas envoyé des défis, ils nous ont envoyé des sujets de disserte. Ils nous ont envoyé des problématiques scientifiques, ce qu'ils savent faire, quoi. Donc voilà. Il a fallu le retravailler. Reprendre le truc, le reformuler pour que ce soit compréhensible, que la solution ne soit pas soufflée dans la réponse, etc. Ça, c'était aussi super difficile. Donc en fait, les cartes que moi j'ai rédigées à partir du rapport Artel-Klim, j'ai tout de suite senti les choses. Et les cartes qu'on m'a envoyées,
Et j'ai passé du temps à reprendre, etc. Puis après, sur pareil, renvoyer aux scientifiques pour être sûr qu'il n'y ait pas de sottises qui soient dites dedans, il y a des allers-retours, ça a pris du temps. Mais voilà, la difficulté, c'est de rendre tout ça aimable au fond. C'est de rendre le problème aimable. Ouais, une des difficultés, c'est ce que j'ai essayé de dire dans la présentation, mais trop rapidement tout à l'heure, c'est qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours avec les spécialistes des différents thèmes parce qu'ils nous ont suggéré des thèmes ou des questions à leur façon, donc il a fallu les retravailler. Dans la façon dont on les retravaillait, il fallait être certain qu'on n'ait pas zappé des choses ou laissé de côté ou transformé ce qu'ils avaient voulu dire et du coup on soit dans quelque chose qui soit erroné d'un point de vue scientifique. Donc les allers-retours ont été nombreux et sur certaines cartes, on est toujours dans l'interrogation de est-ce qu'on a bien formulé ou pas. Et il y en a qu'on a dû laisser de côté parce qu'on n'a pas trouvé la bonne formulation. Ou que le problème était trop difficile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis, ça c'est un problème, je ne peux pas le traiter. Il sous-entend, pour avoir une bonne compréhension du problème, d'avoir déjà une bonne culture du problème. Donc là aussi, il y a des choses qu'on a écartées. Ça ne tient pas sur une carte. L'exercice, il est intéressant, hein, de faire tenir ça sur une carte. Rien que ça. Bah, toutes ces difficultés, moi je trouve ça dénote quand même un peu des lignes directrices, tu vois, pour nous aider quand on doit formuler des messages. Peut-être pas aller tout de suite au plus compliqué, ou même nous, dans notre structure, on a des positions clivantes, ou pas d'accord, tu vois. Peut-être que ça va être un bon conseil. Ou essayer de. Enfin, tout ce que vous avez dit, moi, je trouve que ça fait quand même pas mal de conseils. Alors, ça demande quand même du travail, j'entends, mais au moins ça peut nous aider. Mais peut-être ça peut aider sur des questions qui sont venues lors de la présentation de Rachel ou de Stéphane sur les consensus. Moi, je trouvais ça intéressant ce passage aujourd'hui. Je disais, mais comment est-ce qu'on peut faire un consensus politique? Il y a des divergences. Comment on peut avancer? Quelle solution peut mettre en place un chargé de mission si à côté c'est pas approprié? Enfin, voilà, on ressentait toutes ces difficultés qui apparaissaient dans les messages. Et là, typiquement, tu parlé un peu de ça. Moi, souvent, ce que j'avais pu constater sur les problèmes, la façon justement de présenter les problèmes, etc., c'est qu'on cherche en fait à convaincre les gens, mais finalement, si on trouve sur le territoire la personne qui a un problème et qui demande de l'aide, et on essaye justement de lui apporter une réponse, en fait, ça ne clive personne. Tout le monde est d'accord pour le faire, en fait. Et c'est assez basique, mais il faut réussir à trouver enfin, voilà, lorsqu'on parle finalement du climat, on parle souvent, on fait souvent des constats, et puis on dit voilà ce qu'il faudrait faire, etc. etc. Mais concrètement, c'est généralement assez peu applicable. C'est lorsque, voilà, et c'est plutôt lorsqu'on se retrouve avec des personnes qui sont en capacité de s'exprimer et d'exprimer leurs problèmes que finalement, on a des trajectoires vraiment de solutions qui s'ouvrent à nous. Voilà. Et là, typiquement avec ces questions, avec cette façon de vulgariser les problématiques, les pistes, comme disait Juliette, là que ça donne, ces difficultés, en fait, elles se retrouvent partout à toutes les échelles. Et c'est pour ça que vraiment, il faut simplifier les choses. Voilà, on a tendance, en fait, avec ces problèmes complexes, à rentrer dans des explications qui deviennent, qui nous dépassent. Voilà. On aurait, limite, on nous dirait aux gens, mais allez nager vers la Lune, vous allez y arriver. Non, mais non. Enfin, et notamment ce matin, la grande question que j'avais posée à Valérie, je ne sais pas si elle a répondu, mais nous, on a de grandes difficultés lorsqu'on présente les enjeux planétaires, les limites planétaires, enfin, vous voyez, de se dire comment est-ce qu'on va faire pour réduire les gaz à effet de serre. L'intervention de l'élu italien était un peu spéciale sur le fait que pourquoi est-ce qu'on agirait, parce que de toute façon ça ne sert à rien, c'est peanuts. Et ouais, en fait, ça c'est hyper important parce qu'on a plein de gens qui se démobilisent tout le temps parce qu'en fait ils ont l'impression que le problème est trop gros. Et si on le ramène à quelque chose de simple, de local, où on peut aider quelqu'un et on se dit, la première action d'adaptation, c'est juste d'aider quelqu'un qui a une action, qui a une activité
lié à la météo, il a des problèmes, comment est-ce qu'on peut résoudre son problème? Rien qu'en partant de là, derrière, on peut communiquer là-dessus et tout, on va commencer à engager les choses, ça va être concret, et on ne va pas rentrer dans les conflits idéologiques, politiques, etc., qui sont tout de suite là, comme l'a exprimé Yannick Trabichet ce matin. Moi, on l'a vécu, ça, effectivement, c'était assez terrible de voir comment ces considérations sur l'adaptation au changement climatique ont été dénigrées très rapidement parce qu'il n'y avait eu aucune, comment dire, parce que jamais la problématique a été vue dans un côté positif et qui peut aider le territoire. Ça a tout de suite été pris comme étant du bashing, des écolos qui viennent se battre contre les canons à neige, etc., etc. Et c'est très dur en fait de lutter contre, d'arriver à rattraper la situation. Et c'est pour ça que je pense que l'identification et donc les entretiens, etc., là, une bonne connaissance en fait du territoire, c'est le cas généralement des chargés de mission qui peuvent, qui ont entendu parler de telle ou telle chose, etc., ou de faire un peu de recensement au sein des différents services de la collectivité, savoir ce qui se passe, etc. Actéon a fait un énorme travail sur le terrain et sur la com du Chablais et s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens en fait qui essayaient déjà dans leur coin de mettre en place des solutions pour s'adapter par exemple aux sécheresses. Personne ne le savait. Mais il suffit de les aider, de dire que voilà, on commence à faire de l'adaptation comme ça. Voilà, donc c'est la simplicité et c'est des jeux comme ça. En fait, je pense que leur traduction, elle est compliquée à cause de ça parce que on est vraiment sur des problématiques difficiles, qui sont scientifiques, hein, mais sur le terrain, il faut arriver peut-être à s'en séparer. Le C'est chaud pour les Alpes, qui est le cousin de ce jeu, mais sous forme de poster, qu'on a fait avec Educalp, on a mis 1 an et demi pour réussir à dire on arrête de modifier les phrases qu'il y a à l'intérieur. Parce que quand on essaye d'être entre le scientifique et le grand public, ce qu'on appelle la vulgarisation, c'est très, 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 très difficile. On n'est jamais content du résultat. Et donc, c'est pour ça que voilà, c'est normal que vous y passiez du temps. Il n'y a pas de problème. C'est le travail que j'avais rendu pour le Seine Savoie sur les roselières. On terminait sur la notion de simplicité. C'est-à-dire qu'on disait la simplicité, c'est être capable de rendre simple des choses complexes, mais pour rendre simple des choses complexes, il faut aussi accepter de passer par un chemin complexe pour un résultat qui semble simple. Voilà. Cette idée de simplicité, moi, j'aime bien. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres échanges. Moi, je vais devoir vous laisser. Ouais. C'est 18h, hein, je crois que la journée a été longue. Bonne journée, en tout cas. À Merci bientôt. beaucoup pour tous ces échanges. C'est elle, la Marie. J'avais pas vu que tu étais là, Marie. C'est elle, la Marie. Enlève ton écran, comme ça on peut voir, parce que là, on est... J'avais oublié ça. C'est Marie, c'est elle, la magicienne, qui a fait le travail de mise à distance. La voilà. Comme ça, j'étais tout le temps là. Et bravo pour le travail, hein, c'est très beau. Merci. Bon, les dessins sont pas de moins. Il y a aussi un travail graphique assez important qui rend aussi du coup très joli. Les visuels, les couleurs, tout ça, il y a quelque chose de très joli derrière. Et puis voilà, c'est toujours très chouette de voir que ça fonctionne du coup là même en distanciel. Bien. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée, Merci. et puis à bientôt. Du coup. Merci. À bientôt. Merci. Super top.